Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans ce débrief Ligue 1, débrief de la 12e journée. On est ensemble pour une bonne heure et demie, histoire de revenir sur tout ce qui s'est passé dans cette journée avec beaucoup de chocs. C'est vrai qu'on avait un programme assez alléchant, le Monaco-Lens, le Strasbourg-Lille, on avait aussi l'OM, le Stade Rennais qui enchaînait, et forcément ce OL-PSG. Comme d'habitude, vous savez qu'on aime parler de jeu, d'individualité, de tactique, d'innovation, de belles surprises. Et j'avoue que je suis un peu, je vais pas dire saoulé parce que ça va, mais un peu épuisé chaque week-end de devoir évidemment parler de certains matchs de Ligue 1 par le biais de l'arbitrage à travers ce prisme. Parce que bah moi j'aime pas ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas les polémiques arbitrales, c'est que certains aiment l'odeur du sang. Moi je les aime plutôt quand des équipes sont en difficulté. Mais là pour le coup, je m'en passerai bien parce que je pense qu'on a plus de choses à raconter dans notre championnat que mettre en avant des performances arbitrales, mais malheureusement on doit le faire parce que ça fait partie aussi de certains matchs, de certaines lectures. Et ça a de quoi faire rager parce que le match de l'OL ce soir, quand tu prends, alors oui, c'est sûr que c'est un PSG diminué, mais justement, c'est bien ce qu'a fait l'OL en sachant qu'eux aussi ils avaient beaucoup d'absents. Fofana, on avait également tous ceux qu'on connaît avec les Nouama, etc. Et j'ai trouvé que le match de l'OL dans ce contexte était très très bon. Mais voilà, si quand t'es à 100%, tu fais ton max, tu perds et qu'en plus l'arbitre bah, te pénalise, en fait, pour te répondre directement, Networld, vous pouvez expliquer le vol. Je pense que il y a des situations ce soir où l'arbitre, ça a son interprétation, ça peut être pile ou face, sauf que le problème pour l'OL, c'est que c'est jamais tombé du bon côté ce soir. Donc au bout d'un moment, je peux comprendre qu'ils soient épuisés, je peux comprendre qu'ils en aient marre et qu'ils sortent de ce match avec une immense situation de frustration. Donc c'est clair et net que pour moi, il y a beaucoup de choses à dire. Et en sachant qu'il y a aussi 2-3 situations pour le PSG, bon, pourquoi pas, mais je pense que l'OL, de mon point de vue, c'est voilà, enfin, c'est plus fait avoir ce soir. Mais c'est vrai que pour l'OL, oui, c'est ça qui est un problématique, c'est que c'est répétitif et que ça arrive sur pas mal de situations. Et je le répète, hein, on a vraiment une équipe lyonnaise qui a beaucoup d'absents, qui a un effectif. Putain, la ligne d'attaque ce soir, franchement, tu reprends le dernier OL PSG l'an dernier, t'avais Almada, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikotadze qui rentrent. Et là, ce soir, ouais, t'as Rachid Ghezal en 2025 qui est titulaire en faux neuf. Enfin, c'est ouf comment en 6 mois tout peut basculer. Mais c'est pour ça que j'ai envie de valoriser. On va beaucoup s'arrêter sur l'arbitrage, Benoît Bastien, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des situations, malheureusement, qui ont échappé. Et je pense que l'OL peut être un petit peu. Voilà, peut en avoir gros sur la patate. Mais sincèrement, ce qu'a proposé l'OL ce soir, faut mettre en avant. Il y a un mec qui m'a dit, tu vois, j'ai fait un tweet. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. Ils ont un effectif milieu de tableau Conference League. Il y a des bonnes idées. Maitland Nice, Kluivert latéral droit qui fait son meilleur match à l'OL en sachant que les standards étaient très très bas avec lui depuis le début. Donc moi j'ai envie de mettre ça en avant. Un mec a dit ouais, tout ça pourquoi? Mais non, mais c'est bien dans Ligue 1 d'avoir des équipes qui regardent le PSG droit dans les yeux. Un PSG prenable qui n'a pas Hakimi, qui n'a pas Nuno, qui n'a pas Dembélé, qui n'a pas Doué, qui laisse au repos Barcola. C'est très très bien ce qu'a fait l'OL, même si ça prend 0 points. Je préfère tous les jours ça que Nice qui va mettre un bus, faire 20% de possession et on retient rien du match. Là ça perd, mais tu peux dire tiens, on a vu quelque chose. On est quand même là, enfin le football c'est un sport pour se divertir, s'amuser, et même si ça prend pas de points, je préfère mettre en avant ce qu'a proposé l'OL que Nice quoi. Enfin c'est pour ça que je comprends pas des fois en fait. Je me dis que mentalement oui, pourquoi est-ce qu'on a autant d'entraîneurs qui bétonnent, qui la jouent petit bras face au PSG quand tu vois certains discours ou même les suiveurs de foot se disent bon à quoi bon essayer de tenter quelque chose contre cette équipe, mais juste un 5-5-0, laisse passer le chrono et puis si tu prends un point, bah tant mieux quoi. Non non, ici on est évidemment pour voir du foot. Et on espère toujours voir de belles choses. Donc c'est vrai que ce OL PSG, avec évidemment deux défenses aléatoires, c'était un match divertissant, mais bon, comme je vous le dis, avec ce truc d'arbitrage, je regretterai toujours. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ouais, belle introduction, on est rentré bien, bien comme il faut. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, pour vos équipes. J'ai vu que certains ont dit ouais, FC Metz Coupe d'Europe. Alors c'est très bien parce que Metz, il y a 2 semaines, après le 6-1 contre Lille, on parlait peut-être de pire saison de l'histoire de la Ligue 1 potentiellement. Et je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui en Europe, peut-être City, qui sont à 3 sur 3.
voire non, même pas le Barça. Donc le FC Metz, là, sur les 2 dernières semaines, fait partie au niveau des dynamiques des meilleures équipes d'Europe. Comme quoi, c'est un sport qui reste encore et toujours difficile à prédire. Mais tant mieux pour eux, parce que même le match qu'ils ont fait contre Nice, bah, il n'y a rien à dire, c'est mérité. Et c'est une équipe qui se libère de plus en plus. Je pense que le déclic pour ce FC Metz là, c'était la victoire et c'était la réaction d'orgueil entre le match de Lille et Lens. Et ce qui est très bien, c'est qu'il s'est passé seulement 3 jours. C'est une semaine peut-être qu'ils auraient un peu plus, tu vois, tergiversé. Ils auraient été un petit peu en mode ça gamberge. Et là, pour le coup, c'est très très bien ce qui leur arrive, donc tant mieux, parce que j'ai toujours dit, enfin, certains vont dire, ouais, t'as dit que Nice c'était une équipe catastrophique. Je vais pas non plus réinventer, voilà. Pendant les 9 premières journées, 2 points, c'était très insuffisant par rapport au niveau de la Ligue 1, mais j'ai toujours dit que quand t'as une attaque Cheikh Sabali, Habib Diallo, Gauthier Hein, sur le papier, si ça prend, ça peut te rapporter quelques points. Et puis t'as d'autres autres 3 joueurs, comme le petit Touré au milieu de terrain, t'as Gebamin que je trouve très très bon derrière, Fischer qui commence à faire des arrêts. Donc chapeau à cette équipe Messine qui voilà fait un 3 sur 3 et commence à gratter des points, des places et ça peut relancer un peu le suspense pour le maintien. Donc non, franchement c'est tout à fait mérité. J'en profite pour vous saluer sur le chat. Je vois évidemment des habitués comme Valou PSG qui a dû souffler ce soir avec encore une fois un buzzer beater et le but de João Neves. Coco59 en soi heureux. Je vois évidemment qu'on a aussi l'immense Jean-Louis Leca. Jean-Louis, encore bravo pour ton mercato. Je le dis quasiment chaque week-end, chaque live. Mais le mercato lensois, on va encore et toujours le mettre en avant parce que ce que tu as réussi mon Jean-Loup cet été pour une première en tant que directeur sportif, bah juste chapeau franchement. J'ai fait pareil un petit tweet là-dessus où j'ai répertorié les différents prix et les différents joueurs, c'est assez fantastique. Alors, Marco Leptic, on a un petit doute si c'est le vrai, et j'en profite pour te saluer, ça fait plaisir que tu sois présent sur le chat, l'ami René. On a un petit mystère, savoir si c'est le vrai Jean-Louis Leca, il entretient le mystère, mais en tout cas, le pseudo est bien choisi, et ça permet, comme toujours, quand il apparaît, de valoriser ce qui se passe du côté de Bollaert, parce que dans une saison sans Coupe d'Europe, Lens y est sans complexe, et ça fait bien plaisir. Mais quand tu vois Sangaré, Beidou, Thauvin, Risser, Udol, t'as également Malanxar, Thomasson, qui revit très très bien, c'est une équipe qui tourne, Edouard pour 3 millions, qui fait que planter, non, c'est vraiment ce qu'a fait Lens cet été, et sur la dynamique, c'est sympa. Évidemment, j'ai oublié le principal ajout, Pierre Sage, comme toujours, mettre en avant les coachs, ça me paraît important. J'en profite également pour dire bonjour à quelques petits nouveaux. Je vois qu'il y a Fran Garcia, tu vois, il y a tout le football européen qui est parmi nous. Marie Kuhn, Ballon d'Hormone également, qui nous font le plaisir d'être présents pour la première fois. Gawen qui dit, c'est vrai, Metz va enchaîner 5 victoires d'affilée avant United. Je sais pas si vous avez vu, mais le Celta Vigo, qui a perdu ce soir contre le Barça, a enchaîné 5 victoires de suite. Et du coup, ils ont fait un petit montage avec le fameux gars d'United. Et ils ont fait un montage de ce gars-là avec le maillot du Celta qui devient totalement chauve. Donc c'est vrai que si Metz fait 5 victoires avant United, déjà GG à eux. Et puis ça permettra de valoriser encore une fois cette équipe. Je termine les petites salutations du soir avec sous le chat, la modératrice qui vous rappelle comme toujours le petit message. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de mettre des petites étoiles. Toujours important, essentiel pour le référencement. J'ai sorti une petite vidéo, un échange avec Enzo sur l'Ajax. C'est quelque chose que je voulais refaire cette saison. J'avais pas eu le temps de faire des petites interviews comme ça, des échanges avec des gens qui suivent pas mal des clubs, des championnats, voire des compétitions. Donc ça sera couramment sur YouTube. Et comme toujours, si certains veulent aller écouter ça, c'est aussi disponible en podcast sur le COP de Scipion. Les Girondins ça gagne, c'est très très bien. Contre Locminé, Titi et Locminé, c'était une équipe qui l'an dernier avait gagné avec un but à la dernière minute et un joueur qui avait fait une célébration de clim, donc un petit peu, tu vois, en National 2, on peut aussi avoir de rivalité. Il y avait cette fameuse odeur du sang, le retour de Locminé, même si malheureusement il n'y avait pas de virage parce qu'il y avait eu des histoires de fumigène de mémoire. Donc Bordeaux menait 1-0, première mi-temps un peu insipide, et puis ils ont enchaîné 2 buts vraiment très très bien en 3-4 minutes, ils ont renversé ça. Et Bordeaux qui continue sa très très belle série. Là pour le coup Bordeaux, si j'étais supporter bordelais et que j'avais lancé ce défi fou, là bientôt vous pourriez voir la boule à 0 parce que prochain match c'est Boé-Bonencontre en Coupe de France. Donc il y a un monde où moi je me serais rasé le crâne si j'avais fait ce pari fou insensé. Mais
Connaissant les Girondins, même si voilà, c'est rigolo et tout, j'aurais jamais fait ça parce que. Quoique l'an dernier, on a déjà fait 5 victoires de suite. Le problème, c'est que derrière, on a perdu 5 matchs. Bref, ça, c'est une autre histoire. C'est définitivement la galère pour ce genre d'équipe comme United. Mais non, non, Bordeaux a maximisé ses occasions, a marqué 2 jolis buts. Et ça fait encore une fois la différence. C'est deuxième au classement, ça s'en sort bien. Et non, non, franchement, il y a des joueurs qui me plaisent de plus en plus dans cette équipe, comme Chamal qui prend des initiatives. Ils ont recruté un milieu de terrain aussi. Diangura qui vraiment il a fait quoi un mois et demi et il est vraiment super sympa à découvrir comme joueur. Donc non, non, c'est vraiment un Bordeaux qui tourne dans ce sens. Et oui, comme le dit Coco, suiveur de Ligue 1, on avait déjà eu Vitalen Simba qui était revenu s'entraîner en Ayan, qui avait fait une remise en forme, qui finalement est remonté à Clermont. Mais c'est Almami Touré qui a rejoint le camp d'entraînement des Girondins, lui qui a connu Bruno Irles en jeune à Monaco. Donc pourquoi pas avoir un Almami Touré. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir des anciens pros. On avait eu le cas avec Andy Carroll l'an dernier, mais Almami Touré potentiellement pourrait le faire. Et oui, le frère de Joël, Yoro Digbe, qui fait des merveilles avec Bobigny en U17. Et j'ai vu le défi qu'Arconir a lancé sur Football Manager, c'est sympa, genre tous les joueurs qui envoient des messages, il les met dans son équipe et il va tenter de gagner la LDC avec Angers. Et j'ai vu qu'il a terminé deuxième. Alors c'est vrai qu'il y a Marez, il y a Saint-Maximin, il y a beaucoup de monde qui a répondu. Ah oui, U19 Nas pour le petit frère de Joël, pardon, t'as raison, avec Bobigny. Donc ouais, c'est un chouette défi. J'ai l'impression que ça prend plutôt une bonne direction. Il y a aussi Le Paul, il y a Kofi, il y a Bekdim, il y a Pogba qui a répondu. Enfin, tout le monde s'est un peu prêté au jeu, Lukeba. Et c'est vrai que bon, avec Angers, gagner la LDC comme ça en partant, il aurait fallu plusieurs saisons. Mais là, quand tu démarres avec ces quelques petits joueurs, ça peut être assez sympa. Andy Carroll, il a rejoint une équipe en 6ème division anglaise du côté de Dagenham. Donc il n'a pas arrêté totalement sa carrière, l'ami Andy. Vous voulez pas Guézal à Bordeaux? Franchement, même en 4ème division, franchement, premier degré, c'est dur. Peut-être que je le prends parce que c'est quand même Guézal et qu'il est pas non plus finito à 36-37 ans. Mais pour la Ligue 1, c'est très juste. Pour la Ligue 2, c'est le banc. Et National 2, je pense que ça peut faire l'affaire. Mais en vrai de vrai, si c'est un gros salaire derrière, même, bon, je pense qu'il prend pas énormément à Lyon. Je t'avoue que je préfère ce que j'ai actuellement parce que ce Guézal-là, franchement, c'est un coup tactique de Fonseca, mais c'était plus peut-être pour occuper, pour lui laisser faire son petit effort dominical, quoi. On y va les amis pour le débrief Ligue 1. On va déjà se repencher sur le classement avec voilà, le top 4 qui change un petit peu. Paris, Marseille, Lens, Strasbourg, les 4 équipes qui ont gagné. On a également Lille, Monaco, l'OL qui suivent, qui malheureusement ont des performances moins abouties. Et le Stade Rennais qui revient à 2 points de l'OL. Donc un Stade Rennais en embuscade qui enchaîne, et c'était attendu, sa 2e victoire de la saison. C'était pas le cas encore cette année, qui gagne 2 fois de suite. Donc il se rapproche de ça. Nice qui recule à la 17ème place. Et c'est vrai que l'événement, c'est quand même ce Metz-là qui enchaîne les petites validations vertes. 3 victoires de suite. Du coup, Metz passe devant Brest, passe devant Nantes, met Lorient dans la zone rouge. Et Auxerre, il reste bon dernier. Auxerre qui commence à avoir 3 points de retard. Donc ça peut être inquiétant. Mais c'est vrai que cette équipe Messine, elle est quand même surprenante. Et ouais, Angers également, on est à 1 point de la 11ème place. C'est vrai qu'Angers, on s'attendait à ce que ce soit une saison galère. J'ai parlé beaucoup de Metz parce qu'évidemment c'est un petit événement qui gagne 3 matchs de suite et c'est mérité. Mais Angers, comme toujours, quand on va revenir sur leur match contre Auxerre, que du positif à mettre en avant pour cette équipe. Beaucoup de cœur, beaucoup de bonnes choses aussi dans le jeu, des jeunes joueurs qui ne cessent de m'étonner comme Sheriff, Peter. J'aime beaucoup le retour d'Amin Zbaï en Ligue 1. Arcus, je trouve qu'il a fait un très gros match. Donc non, c'est vraiment une équipe assez savoureuse. Je pense que Google, il n'est pas forcément le plus à jour sur tout ce qui est les stats. Voilà, Le Paul, il lui manque un but. Il est devant, il a égalité avec Greenwood. Vitinha 6 passes D. Je sais pas si on peut l'édifier, mais oui, l'OL n'a pas sa petite croix rouge, mais ne nous en faites pas, c'est bien ça. C'est bien le cas pour les Lyonnais. Voilà, tu vois, c'est à jour. Bon, le classement des buteurs, c'est pas mis à jour, mais c'est évidemment ça, quoi. On y va directement, les petits potes, sur ce big match. C'était un match déclopé par rapport à tous les absents qu'on pouvait voir.
T'avais Tolisso qui démarrait sur le banc, t'avais pas Fofana, t'avais Pavel Chouk qui était le meilleur buteur de l'OL qui était blessé, t'as également les absents de longue durée comme Mangala, comme Nouama, t'as un paquet de joueurs qui étaient sur le carreau côté PSG, Dembélé, Doué et surtout les deux latéraux Hakimi et Nuno Mendes. Mais je trouvais que c'était une opposition intéressante parce que cet OL qui a des lacunes évidentes dans sa profondeur de banc et sa qualité offensive, je me disais est-ce qu'ils peuvent faire un coup contre ce PSG là, parce que finalement on a vu Strasbourg faire un 3-3, on a vu Lille, même si on a regretté que ce soit un petit peu frileux de la part de Genesio, faire un partout, on a vu l'OM les battre, donc un PSG qui avec son équipe bis reste, même si c'est vrai que tu as quand même le milieu de terrain de la LDC, Fabien Ruiz, João Neves, Vitinha, un PSG où tu sens qu'il y a des fragilités. Alors, on va commencer à parler, bien sûr, je sais que beaucoup vont m'interpeller sur l'arbitrage, j'ai donné mon avis dès le début. Benoît Bastien, il a perdu le fil. Je trouve que c'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un choc de Ligue 1, et ça rejoint aussi ce que j'ai vu d'hier de monsieur Bastien De Chépi sur le Monaco-Lens. C'est des décisions, alors c'est vrai qu'il a plus tué le Monaco-Lens que ce soir, parce que le carton rouge de Tagliafico arrive à la 90e, même si c'est vrai que Tagliafico, des fois t'as envie de dire c'est pour l'ensemble de son œuvre. Et la revcam, la revcam, en vrai la revcam avec Tagliafico c'est un concept, parce que je pense que j'ai vu plus de gros plans en 4K de Tagliafico que de plans de jeu ce soir. Franchement il l'a mis en avant, c'était assez fou. Mais oui, Benoît Bastien a les décisions. Le deuxième but, c'est Vitinha qui vient prendre la balle à Tessman, mais qui met qui a une petite béquille dans le genou de Tessman. Ça peut se siffler, ça peut ne pas siffler. J'aurais quand même sifflé parce que pour moi, je vois un contact. Et du coup, pour moi, s'il y a un vrai contact et que le joueur tombe, peut y avoir faute. Même si Tessman, je trouve qu'il est un peu trop mou sur ce coup, qui se fait emporter. Il y a cette fameuse situation où Zabarni, t'as l'impression qu'il touche le ballon de la main. Je l'ai revu 5-6 fois. Est-ce qu'il l'effleure? Est-ce qu'il la touche vraiment? En tout cas, il se met en danger tout seul, le mec, quand même, parce que la main, c'est une position qui n'est pas du tout naturelle. Donc, franchement, au bout de 5-6 ans que j'avais du mal à me dire, pour moi, ça l'effleure. Les doigts, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a les doigts, mais en tout cas, ça aurait pu être revisité. T'as aussi Tagliafico. C'est vrai que t'as Tagliafico, où t'as, je crois que c'est Kangin qui arrive par derrière, qui lui met une espèce de croche-patte. Et même si Tagliafico touche le poteau, ça peut se revisionner. Donc, voilà, quoi. Ouais, il touche pas, il met catastrophique de mettre son bras. Non, il se met dans le dur, quoi. Pas péno de Zabarni, mais péno sur Tagliafico, je suis parisien. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est celui sur Tagliafico qui doit se revisionner. Et peut-être que, comme vous le dites, si on doit être dans un truc d'équilibré, t'as peut-être la situation sur Mayulu qui peut se revoir. Mais au global, t'as quand même plus de trucs en défaveur de l'OL qu'en sa faveur. Donc je peux comprendre qu'il y a une situation de rage, quoi. T'as, allez, 2 situations où ça tourne vraiment contre toi et une où tu peux t'estimer soulagé. Mais dans l'ensemble, c'est dur pour l'OL. Par rapport à ce qui s'est passé. Mais oui, si on va, bon, je pense que Bastien, pour moi, il a perdu le fil, et je redis, quand les arbitres passent à côté, ils peuvent aussi, tu vois, pas être écartés, mais quand je parle d'écartés, évidemment, c'est être écarté au sens où on les met de côté pour le prochain match. N'imaginez pas une quelconque torture médiévale obscure. C'est juste que, à l'image de Frappard et de Rudy Buquet sur le fameux Rennes-Lyon, quand t'as un match où t'es vraiment à côté de la plaque, laisse la place. Tu peux pas réarbitrer juste après, quoi. On a parlé bien maintenant de l'arbitrage. Il y a aussi les joueurs à évoquer côté PSG. Le duo Chevalier-Zabarni, ça commence à être dur. Autant Zabarni, je pense qu'il va un jour trouver la bonne carburation. Parce qu'il y a quand même un truc avec ce gars-là dans les duels et tout, même si souvent il est mal placé. Il peut paraître un peu lourd. Mais je vois quand même un mec qui va apprendre. Après, c'est un gars qui a coté 70 millions, donc... je peux entendre qu'aussi qu'on soit pas hyper patient avec lui. Mais Zabarni, je vois un truc, par contre, Chevalier, ça devient de plus en plus inquiétant. J'avoue que Chevalier, j'étais dans la mesure, la tempérance. Ça fait une forme de mensuétude, ça fait 3 mois qu'il est là. On n'a pas vu de progrès significatif. Il y a le jeu au pied, ok. Mais là, pour le coup, c'est assez terrible, hein. Franchement, le match ce soir, encore une fois, le but de Morera, il perd son face-à-face, mais tu sens qu'il s'arrête très très vite. Maitland Nice, il y va, mais finalement, c'est trop tard. Et le lob, il est magnifiquement mis, mais il sort à contre-temps. C'est vrai que pour Chevalier, en ce moment, c'est compliqué, quoi. Et ça m'étonnerait pas que Safonov,
On a un petit intérim parce que souvenez-vous l'an dernier en LDC, Safonov, il avait pris aussi quelques matchs de mémoire, il joue au Bayern. Donc à voir si Luis Enrique. Après c'est ça en fait avec Luis Enrique, c'est que comme c'est le mec qui a eu raison à 99,9% des choses depuis qu'il est arrivé à Paris, t'as pas envie non plus, tu vois, d'aller contre son avis. Si lui, il insiste avec Chevalier, c'est qu'il a envie, bah, justement, de lui donner de la continuité, de le rassurer. Mais c'est vrai que Chevalier, il n'y a pas que les buts. Je sens des sorties où il est pas, tu vois, enfin, il est pas, c'est pas le Chevalier de Lille, même si on sait que le travail de gardien à Lille et à Paris, c'est pas la même chose. Mais je le sens, tu vois, fragile. Voilà, c'est le terme. C'est que je vois un gardien qui est pas sûr de ce qu'il fait, qui a peur à chaque sortie, il a peur de relâcher le ballon, qui a pas une communication exceptionnelle avec ses défenseurs. Donc j'aimerais bien ouais, que peut-être Safonov, c'est quoi, c'est Tottenham le prochain match en LDC. Pourquoi pas imaginer un Safonov qui fait, tu vois, 3 matchs, Chevalier qui se repose, qui voilà, a peut-être certaines choses à liker sur Instagram. Peut-être qu'il est préoccupé par la situation du pays ou l'actualité américaine. Mais c'est vrai que Chevalier, autant j'ai adoré ce qu'il a fait à Lille, autant je suis convaincu de son potentiel. Mais au bout d'un moment, on peut pas être hyper patient sur... Enfin, voilà, après, c'est le jeu, quoi. C'est un jeune gardien, parce qu'il a 24 ans, mais t'en attends toujours plus, hein, parce que il arrive... son souci, c'est qu'il arrive après 6 mois exceptionnels de Donnarumma. S'il est arrivé après un Donnarumma qui était sur la continuité de ce qui s'est pas super bien passé pendant 2 ans, où il y a eu des failles en Ligue des Champions, tu vois, on aurait dit, bon, Chevalier passe après un Donnarumma un peu mid, donc on va lui laisser aussi du temps. Mais là, pour le coup, Donnarumma, c'est vrai que tu passes du meilleur gardien du monde à un gardien qui est en phase d'apprentissage et qui doit, bien sûr, se remobiliser, quoi. Donc, ça à voir, hein. Là, il va aller en équipe de France. Peut-être qu'on va le sortir du contexte PSG. Ça peut lui faire du bien. Mais c'est vrai que on a des petits doutes, hein. C'est ça, en fait. Je pense que ce qui interpelle sur Chevalier, on aurait pu se dire, bon, il concède des points, c'est pas impérial, mais là, il passe après un gardien qui a été tellement bon, même si sur la globalité, le passage de Donnarumma, tout n'a pas été parfait avant cette fameuse campagne de LDC. Mais voilà, bah, Donnarumma, il a mis un petit moment, hein. C'est vrai que ça a été beaucoup de moments difficiles. Et quelqu'un le dit dans le chat, c'est vrai que attention à l'association Zabarny-Safonov parce que c'est vrai que là on peut être sur quelque chose de la diplomatie de vestiaire. Ça va pas être simple, surtout que les deux évoluent dans une zone où il faut beaucoup parler, communiquer. Donc ça va être quelque chose quoi. Est-ce qu'il doit pas faire une Ekitike, c'est-à-dire que le maillot est peut-être trop lourd pour lui et qu'il faut qu'il redescende un étage pour définitivement exploser? En fait, c'est dur parce que Chevalier, il avait commencé à accumuler 3-4 ans de Ligue 1. Quand Ekitike, il a fait 6 mois à Reims, il a directement été transféré au PSG. Et après, il y a eu ses entrées en jeu, puis il a été mis au placard. Donc, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas tout à fait comparable. Pour l'instant, le costume est trop grand. Mais pour le coup, j'ai envie de voir si Chevalier va réussir à rebondir. Parce que c'est bien aussi d'être dans une... Enfin, c'est bien en tant qu'observateur de pouvoir voir comment un joueur s'en sort et se remobilise. Parce que là, il est vraiment dans le creux de la vague. Il enchaîne les prestations des 3, 4, voire 5 sur 10 si on est gentil. Donc à lui, c'est lui qui a la clé. Je pense quand même que Luis Enrique va insister encore et toujours avec lui. Donc à lui de lui rendre cette confiance qui est quand même assez géniale pour un gardien du PSG dans une équipe du top européen. Sinon, évidemment, le match de Vitinha, Royal XXL, dans tous les bons coups, les 2 passes D. Il y a une passe D, peut-être, oui, je sais, sur Tessman, ça aurait pu être sifflé comme faute. Il y a cette ouverture fouettée qu'il envoie côté gauche qui est magnifique. Même si c'est vrai que son match contre le Bayern, il était bien muselé. Quand il est comme ça dans un fauteuil, qu'il se défait du pressing, c'est un des tout meilleurs, enfin, c'est quasiment le meilleur, ouais, on peut le dire, quand il est comme ça en forme. Alors, Zahir Emery, qui laisse échapper Moreira, petite faute d'inattention, mais j'ai bien aimé quand même l'appel et surtout la conclusion sur Griff où enfin il allume le gardien. On a vu que mardi il avait été trop tendre, donc là il s'est nettement réveillé. Le match de João Neves, comme toujours, un peu plus discret, il a déjà fait des choses plus fortes, mais João Neves est un joueur de moment
Et c'est dingue que João Neves, il soit sur beaucoup de photos de famille élogieuses pour lui depuis son arrivée au PSG. Il y a des matchs où on va se souvenir de lui, comme le City, le triplé contre Toulouse. Là, ce soir, il te donne 3 points qui vont sans doute compter dans la course au titre, même si je pense que le PSG, au cœur du printemps, peut-être là, pas loin, ça fera évidemment, tu vois, la différence et ça va te permettre d'aller chercher, pourquoi pas, de très très belles choses. Mais non, ce João Neves, 1m74, le timing dans la surface, on a déjà vu contre le Bayern, l'élite du football européen, on l'a aussi vu contre Lyon qui a une très bonne défense. Le mec, il est toujours bien placé, le timing, la détente aérienne. Je sais pas si c'est l'école Benfica, c'est lui qui a un spécimen à part, mais il y a des choses qui ont été travaillées pour que tu vois, il soit toujours nettement bien dans cette zone. Il est super efficace. Oui, c'est vrai que c'est plutôt 2 points de gagné, parce que le PSG avait déjà ce point du nul, mais c'est sûr que ressenti, c'est plus que 3 points ce soir, hein, avec ce scénario-là. Gvara qui est enfin décisif en Ligue 1, ça fait plaisir pour lui, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a une belle version LDC, mais en Ligue 1, on sent que c'est pas trop son dada. Non, un PSG qui finalement, avec une équipe, tu vois, remaniée, tu vois, Kang In-lee qui a quand même encore essayé avec son pied gauche, qui est dans la continuité de son match pas mal contre le Bayern. C'est un PSG qui était prenable, qui a failli être pris, mais qui réussit à s'en sortir. Donc c'est où tu dis que même avec cette fameuse équipe bis, ils peuvent concéder des défaites à Marseille, ils peuvent être dans le dur sur certaines séquences contre Strasbourg ou l'OL ce soir, mais c'est une équipe qui finira toujours par s'en sortir, parce que qui d'autre en Ligue 1 peut avoir Gvara, Vitinha, Pacho, Neves, voire des remplaçants qui seraient des titulaires partout, Kang In-lee, Zaïre Emery ou Mayoulou, sans oublier Fabian. Enfin, je pense que vous m'avez compris, c'est une équipe qui est top. C'est vrai qu'il est aussi décisif sur le but contre Nice. C'est vrai que pour une fois, il a enchaîné 2 matchs avec une implication et ça pouvait manquer là-dessus, mais non, un match qui finalement, un ouf de soulagement pour le PSG, tu termines bien ta semaine, tu as été pris par le Bayern, mais tu reprends ton fauteuil de leader, enfin tu continues de l'assurer en Ligue 1. Va falloir voir un petit peu la trêve, qui va partir, qui va être mis au repos, qui c'est que tu vas pouvoir récupérer. Ça va être encore une fois une période décisive, tu vas enchaîner 2 matchs en LDC, c'est Tottenham et Bilbao, et tu vas devoir te remettre d'équerre. Et pour l'OL, on l'a dit, hein, l'attaque. Enfin, j'ai même pas besoin de m'exprimer davantage là-dessus. L'attaque, c'est quelque chose. J'ai l'impression quand même que c'était plus un 4-2-3-1. Même si c'est vrai qu'il y avait beaucoup de postes où tu avais des joueurs qui étaient assez mobiles comme Mera ou Ghezal. Bon, après, trouver le poste ou même le rôle ou l'utilité de Ghezal ce soir, c'est pas évident. Mais je le redis, et franchement, chapeau à Fonseca, parce que tu prends l'effectif de ce soir et ce contexte. C'est une équipe, ouais, c'est milieu de tableau Conference League. T'as 2-3 joueurs un peu plus quand même, hein, faut le dire. Niakate, Morton, et puis les actions de Maitland-Niles, j'ai adoré. Maitland-Niles, elle est trop... Enfin, j'aime bien l'ouverture de Morton. Maitland-Niles qui fait l'appel, qui fait un espèce de 360 degrés, qui a le temps de se retourner, et un petit coup d'œil furtif. Je pense la vidéo elle sera postée sur les réseaux de Ligue 1+, tout ça. Petit coup d'œil pour voir Chevalier, qui évidemment était parti à l'abordage, et le lob qui est très bien exécuté. Donc un but qui, dans l'intention et la conclusion, me fait énormément plaisir, parce que je suis un friand de lob, et dès que je vois un lob, je suis assez émoustillé, et donc ça fait grandement plaisir de voir ça. Ah oui, Hakimi Mendes, Mendes, c'est simple, s'il voit Maitland-Niles partir de l'autre côté, il est capable de te faire une course pour aller intercepter le ballon et empêcher le lob. Et puis Afonso Moreira quand même, hein, faut le dire, ce petit gars, recruté pour une bouchée de pain au Sporting B. Très beau coup d'œil de la cellule recrutement, parce que ce gars-là était destiné à être la 6e, peut-être 7e option offensive de l'OL. Et finalement, c'est un titulaire dans la période actuelle indiscutable, et il fait très belles choses. Il y a les appels, il a même résisté à un moment donné, et ça n'a pas occasionné de faute à Zabarni. Il a résisté à 2-3 coups de pression de Zabarni, et quand on regarde la différence de physique, on se dit tiens, le petit quand même, il en a du coffre. Et Afonso Moreira, j'adore ses cours, j'adore ses intentions. Le premier but, enfin les buts égalisateurs, ça vient de là aussi, et ils sont bien les coups avec Niakate qui envoie une merveille de passe. C'est vrai que sur ce match, ça a été beaucoup de jeux longs, de transpercer des défenses qui avaient des lignes hautes, qui laissaient des espaces, et tant mieux, parce que j'insiste, mais j'ai pas envie de dire bravo à l'OL parce que ça termine avec un 0 point, mais j'encouragerai toujours cette posture d'une équipe qui a tenté quelque chose face au PSG, même si c'est vrai que l'entame de match de l'OL
était pas dingue. Je pense que le premier but de Zaïre Emery a débloqué quelque chose et l'OL s'est plus libéré, a fait une vraie bonne seconde période. Mais voilà, ils sont quand même bien sympas. Et ouais, un petit mot sur notre ami Ruben Kluivert qui quand même, depuis le début de saison, a enchaîné les performances. Ouh là 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 là. Quand il a été, je pense, titulaire ce soir, beaucoup se sont dit Gvara va le salir, ça va être difficile. Et finalement, ce Kluivert-là, bah écoutez, en latéral droit, assez propre, pas beaucoup de fautes, et un joueur qui a tenu son rang, qui a été vraiment bon. Et je pense que dans la période actuelle de l'OL, c'est son meilleur registre. Ça, c'est une bonne idée de Fonseca. Kluivert, latéral droit avec Maitland Nice un peu plus haut pour combiner avec les rares intentions offensives, enfin, les rares joueurs offensifs plutôt. Donc ça, c'est peut-être un petit truc qui restera sur les prochaines journées. Mon ami Marco Leptic, c'est simple, c'est pas un maillot, c'est une veste du Mexique. Donc voilà, on l'a sorti pour se couvrir un petit peu. D'ailleurs, évidemment, Adidas qui a sorti ses maillots pour la prochaine Coupe du Monde. Je pense que ça ne vous a pas échappé, qu'il y a quelques petites dingueries, il y a quelques petits trucs. On va attendre tranquillement nos amis de Classic Football Shirts, des petits codes promo. Ça va être quelque chose. Ouais, Nouama va revenir. Nouama, ça va faire du bien. Je pense aussi que tu auras forcément un renfort offensif cet hiver. On l'a dit, la situation économique des clubs de Ligue 1 va un tout petit peu mieux avec Ligue 1+. Donc je pense que tu auras de quoi faire un prêt. Est-ce que ce sera Hendrick? Est-ce que ce sera autre chose? Mais cette OL, tu rajoutes un peu plus de talent offensif. Est-ce que ça peut jouer la LDC? Je pense quand même que ce sera juste. Par contre, je pense que cette équipe, elle peut largement viser Europa ou conférence. J'en suis convaincu. Oui, c'est vrai que si tu as Hendrick, Souk, Tolisso, Nouama, Fofana, Morera, tu seras bien, quoi. Ouais, Nouama, c'est pas avant fin janvier. Ah ouais, là, tu dois serrer les dents quand même. Heureusement que tu as fait 3 sur 3 avant le Betis en Europa et que tu as pris beaucoup de points sur les 8 saisons parce que là, le petit matelas peut commencer à fondre parce que tu fais 0-0 à Brest avec le carton rouge très tôt à Tebourg. Tu fais ce 3-3 au Paris FC qui est très bizarre. Donc, on va voir quoi. Ouais, le maillot de l'Allemagne, incroyable. Le maillot de l'Allemagne qui est sublime. Et sur l'équipe de France, on a eu un visuel avec Nike donc à confirmer ce que ça va donner. Pour le coup. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce OL PSG et on verra du coup prochaine journée. L'OL va à Auxerre, donc équipe très malade. Attention à la bête blessée qui a 2 semaines pour préparer ce rendez-vous à 15h et le PSG reçoit le Havre à 21h avant son match contre Tottenham. Par contre, premier degré, l'enchaînement vendredi-samedi, Nice-Marseille le vendredi 20h45, lendemain Lens-Strasbourg 17h, Rennes-Monaco 19h et le PSG Le Havre à 21h. C'est pas mal franchement. Évidemment les vrais vont me dire que le multiplex est tout aussi alléchant. Soit, et ce Lille-Paris FC en clôture, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que l'enchaînement vendredi-samedi, ça me parle. J'aime beaucoup ce que je vois, quoi. On y va, on continue les amis, deuxième match, on va rembobiner le temps évidemment, repartir j'allais dire à Charletti, non, à Jean-Bouin, avec ce Paris FC Rennes. Match très agréable déjà, je tenais à le dire. Si ça se terminait sur un 0-0, ça aurait été un des très bons 0-0 de la saison. Mais voilà, le Stade Rennais allait chercher la victoire avec notamment son banc, le but d'Embolo et aussi la très bonne passe de Rongier sur ce coup. Le Paris FC qui s'est fait dominer en première période, puis qui a eu une très bonne réaction en deuxième, qui est pas loin de marquer 2 buts assez fantastiques, avec l'ouverture pour Chergui qui arrive en boulet de canon, qui touche le poteau, et surtout la frappe de De Smet qui va prendre quasiment l'équerre de notre ami Brice Samba. Le Paris FC qui malheureusement n'a pas réussi à retrouver cette efficacité dans les 2 surfaces du match de Monaco, mais dans les intentions c'est toujours aussi intéressant, avec j'ai vu quand même un Simon en souffrance. Crasso pas assez trouvé, mais j'ai vu Kebal, Lopez proposer beaucoup de choses. Donc c'est le genre de match où tu te rends compte que cette équipe a pas encore tout le monde, je vais pas dire concerné par la Ligue 1, parce que je pense qu'évidemment ils ont l'état d'esprit pour, mais au niveau où ce que doit être un Paris FC un peu ambitieux, qui continue de se découvrir. Donc j'en attends encore plus, parce que je pense qu'ils ont les moyens d'embêter pas mal de monde, et dans ce genre de match, ils auraient pu aller chercher la victoire. Ça n'aurait pas été démérité, mais voilà, ils sont tombés sur un Rennes qui a bien défendu, avec un très très bon Brice Samba. Je pense que c'est pas loin d'être son meilleur match côté Rennais. Il avait été bon aussi contre Lens lors du fameux match à 11 contre 10. Et comme le dit Full Guns, j'étais au stade dans le parkage Rennais vendredi soir, super expérience, même sans être particulièrement supporter. C'est vrai que on a eu la chance d'avoir un parkage Rennais qui a envoyé des fumis dans tous les sens, qui a été incroyable.
Ouais, franchement, j'avoue que les images, ça fait bien plaisir. J'espère qu'il n'y aura pas de sanctions, qu'on continuera à encourager ça parce que visuellement, c'était très très beau. Et c'était vraiment un beau spectacle comme on aime dans les tribunes. Et bah, voilà, je vous l'ai dit par rapport à Bordeaux, je serais toujours fâcheux parce que les fumigènes, quand ils sont bien encadrés, ça reste un beau spectacle. Et on peut pas à chaque fois être dans la répression. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y avait. J'ai l'impression que Charletti était à 60 voire 70% rennais. Euh, j'ai bien aimé quand même les choix d'Abby Bay qui confirment la dynamique, à savoir que certains cadres poids lourds du vestiaire restent sur le banc, Fofana, Blas, mais que certains joueurs n'ont pas lâché l'affaire. C'est pas parce que ils sont passés sur le banc avec une forme de méritocratie, que Diawy Cissé est redevenu titulaire, que Moussa Altamari occupe le poste de Frankowski, que Mbolo a été devancé par Kader Meïté. Tu vois, Mbolo très très bon dans l'attitude de son entrée, récompensé par ce but, et une vraie célébration de groupe. Et notre ami Habib Bey qui était pas loin. Putain, j'ai encore dit Charletti. Ouais, en fait, le Paris FC, c'est Charletti, cette piste d'athlétisme et un stade où tu te gèles dès qu'il y a du vent. Donc, j'arrête pas d'imaginer ça. Mais c'est vrai que ce stade rennais-là, et surtout à Bay, je te rends compte que le crédit accordé par ses dirigeants avant le match contre Toulouse, où il aurait dû être débarqué, ça a été un match où on a revu un stade rennais faiblir, mener 2-0, se faire attraper, être quand même dominé. Et tu te dis que le match de Strasbourg, ça a débloqué quelque chose d'assez fantastique, quoi. Parce que cette équipe, elle enchaîne bien. Il y a des joueurs qui me plaisent de plus en plus. Alors, bon, vous connaissez déjà Jérémy Jacquet. Ici, on est dans le Jacquet FC. Le football français nous offre un deuxième Jacquet plein d'émotions. Donc, ça, c'est un régal. Mais je le trouve être tellement calme, mature. Il y a encore 2-3 petits trucs de concentration, mais à son âge, 20 ans, on peut lui pardonner. Mais enfin, Jacquet, le club qui va le récupérer, c'est vrai que si t'es le PSG, je sais pas combien Rennes en veut, mais une petite offre à 40 millions, 45, pourquoi pas, hein. Franchement, ça serait une très très bonne idée, même si la priorité c'était plus un latéral droit pour Hakimi. Mais Jacquet, ça me plaît beaucoup, quoi. Ouais, Jacquet, Rouault, super fort, Brassier pas rassurant. Je pense que c'est vrai que moi, si j'étais à Big Bay, je vais pas m'inventer un rôle par rapport au coach, mais j'aimerais beaucoup revoir Seydou, même si c'est vrai que Brassier est plutôt axe gauche et Seydou serait axe droit. Mais j'aime énormément Enfin, j'aime beaucoup Seydou depuis Clermont, et je me dis que Seydou, Jacquet, Rouault, dans les profils, le niveau, ça pourrait être très sympa. J'ai vu les supporters d'Arsenal sur Twitter réclamer, ils ont pas assez. Ah ouais, Arsenal, ils ont comment ça s'appelle, Timber, Gabriel, Saliba, Calafiori titulaire. Ils ont White, Mosquera, Hincapié, Lewis Kelly en backup. Et il faut un 9e défenseur qui est l'un des meilleurs prospects au poste de défenseur central. Même pas en France, en Europe aussi. Donc ça va, les mecs, vous êtes des gourmands. Ah, t'as bien aimé le match de Brassier? Moi, j'ai vu qu'il s'est fait prendre 2-3 fois parce qu'il y a un Kebal très remuant. Mais je l'ai vu faire de moins bonnes prestations. Ouais, c'est vrai que dans l'ensemble, je peux comprendre ce que tu veux dire. C'est pas non plus le premier que tu as envie de sortir, mais quand je te dis, je préfère Seydou à choisir entre les deux pour animer ta défense. Altamari, les gars, Altamari, j'ai trouvé que son match était très très bon. Un mec hyper remuant, peut-être un peu moins de justesse que le match face à Strasbourg, mais je trouve que il a été hyper inspiré, il a toujours su faire les efforts qu'il faut, il apporte beaucoup. Dans un couloir, c'est extrêmement difficile à canaliser ce type de joueur, donc ça pèse. Et puis, attends, l'action à la fin de Quentin Merlin, qui a un face-à-face sur 60 mètres et qui l'envoie dans le ciel, c'est vrai que celle-ci, elle interpelle un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'il y a Aïd Boudlal qui revient. T'es bien, hein, t'es reine, t'as le choix de roi. T'as beaucoup de possibilités pour Habib Bey, on savait, de toute façon c'est pour ça qu'on est exigeant avec le Stade Rennais, c'est que on a quand même une équipe qui n'a pas de Coupe d'Europe, qui a fait un mercato je trouve intéressant, qui a su aller chercher des joueurs expérimentés de Ligue 1. Moi, ce que j'attends de Rennes cette saison, encore une fois, c'est qualifier en Coupe d'Europe, et c'est normal. Alors, LDC, ce sera peut-être quand même très difficile, parce que je pense qu'il y a des équipes qui s'en sortent mieux, qui ont plus de certitude à cet instant de la saison, mais on verra où on sera le Stade Rennais au printemps. Et par contre, cette équipe, si elle peut aller chercher de l'Europa, la conférence, ça j'en suis vraiment convaincu, quoi. Ouais, Altamari, c'est difficile à maîtriser, à réussir à, tu vois, à définir comme priorité défensive, tellement le mec, il te pose des soucis, des problèmes, quoi.
Donc Abibay sort grandi, renforcé de cette séquence. Et comme je vous le dis, j'ai bien aimé l'échange qu'il y a avec ses dirigeants. Abibay et son staff ont été convoqués par la direction rennaise avec en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait, stop ou encore. Et finalement, ils ont dit, on a vu qu'il y avait encore l'énergie, l'envie de faire. Et c'est vrai que quand tu vois cet effectif, même si j'ai déjà dit souvent qu'Abibay, il y avait des problèmes soit dans les choix, soit dans le fait que son équipe ne parvenait pas à faire 90 minutes complètes. Là, tu as eu un très bon match contre Strasbourg. Et là, dans un contexte pas simple contre un Paris FC joueur et qui t'a posé des problèmes, tu as su aller chercher ta victoire comme un patron, quoi. Donc, j'aime bien cette idée de voir un Rennes de nouveau enchaîné, parce qu'on a besoin de plus en plus de locomotives en Ligue 1. Et voir Rennes, un club ambitieux, revenir à la place qui doit être, c'est tout à fait légitime, quoi. Et même, j'ai oublié, mais c'est vrai que le milieu de terrain, Camara qui monte en puissance, Cissé qui a été peut-être un peu moins bon que face au Paris FC, mais qui reste précieux, et Rongier toujours aussi propre. Et la passe de Rongier, où il se fait marcher dessus derrière, où je pense qu'il y a une vilaine semelle, donc il se tord, et l'arbitre laisse jouer, et Tembolo qui file au but. Je sais même pas si Rongier a pu voir le but. Il avait l'air d'avoir un peu de souffrance, notre ami Valou. Donc ouais, Rennes, encore une fois, j'insiste, mais tu vois, ça remonte petit à petit. Tu as un match le week-end prochain contre Monaco, donc tu peux devancer l'ASM, ce qui serait quand même une belle perf pour eux. Monaco qui aura peut-être, je sais pas s'ils auront la tête à pas fausse, mais ça va être intéressant de voir. Monaco qui va récupérer, je pense, un Zakaria à 100% peut-être. Faudra voir pour d'autres joueurs. Mais ouais, là, tu es dans une belle séquence pour Rennes. Et ça va être pas mal de voir si on peut pouvoir encore plus enchaîner et s'installer. C'est vrai qu'on avait identifié cette équipe qui était là et Rennes qui était entre voilà, une équipe qui se cherchait encore. Ouais, ils pourront peut-être y aller, quoi. Après, le Paris FC, comme je vous l'ai dit, c'est un match qui ressemble à pas mal de ce qu'on a pu voir cette saison. C'est généreux, il y a des joueurs qui sortent du lot, mais collectivement, c'est encore incomplet. Il y a des joueurs qui doivent encore se trouver en Ligue 1, d'autres qui doivent élever le curseur, comme Les Melou, comme Simon surtout, que j'ai trouvé vraiment dans le dur vendredi. Et sinon, non, quelqu'un disait, quelqu'un d'autre voit une autre place que 10 ou 11e pour le Paris FC. Je pense que ça leur correspond. Et de toute façon, Red Bull, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent petit à petit, première saison, maintien, ventre mou, pépère. Cet hiver, il y aura des mouvements. Et après, par contre, 26-27, je pense que ça va frapper fort. Et là, il faudra aussi par rapport... être d'autant plus exigeant, quoi. On continue, les amis, avec les matchs du samedi et ce Marseille-Brest, le match d'après pour l'OM qui a peiné face à l'Atalanta. D'ailleurs, l'Atalanta, je ne sais pas si vous avez vu leur résultat ce week-end, ils se sont fait balayer 3-0 par le promu Sassuolo. Alors, Sassuolo promu, c'est une équipe qui reste quand même une équipe... avec des joueurs comme Pinamonti, Berardi, Loriente, tu vois, c'est du très très bon pour un promu, voire Matic, qu'ils ont récupéré cet été. Mais notre équipe de l'Atalanta qui a réussi à déjouer les pronostics au Vélodrome, s'est fait transpercer au global. L'Atalanta sous Juric, je trouve que c'est quand même assez dur. Donc l'OM peut s'en mordre les doigts encore une fois, mais voilà, il fallait rebondir. Tu avais ce match contre Brest, une équipe à ta portée, une équipe qui est également dans le dur, qui est à la peine au classement, et l'OM, sans être brillant, a fait la copie qu'il faut pour passer à la classe supérieure, un 12-13 sur 20 qui te permet de prendre 3 points, 3-0. Tu as beaucoup de choses qui ont été validées, je pense, durant ce match. Évidemment, la petite dinguerie, c'est que le dénommé Arthur Vermeuren n'ait pas joué une seule minute contre Bergame. Je veux bien que Vermeuren, il ait les défauts de la jeunesse, qu'il perde des ballons, qu'il ne soit pas concentré tout le temps, mais en termes de qualité de passe, de vision et de manière de bonifier ton milieu, Vermeuren, ça doit être un des premiers noms que tu coches sur ta feuille de match, en attendant le retour de Kondogbia à 100% qui est resté sur le banc. Vermeuren, ça doit être une clé de voûte, et son duo avec Højbjerg, je trouve qu'il tourne très très bien. Donc ça doit être ça, une des bases de l'OM pour se relancer, pourquoi pas en LDC. Sinon, j'ai vu quand même, à côté Brest, c'est inquiétant, et je me demande... Bonne soirée Marco, j'espère que tu vas passer une bonne semaine. Mayeki, on avait émis des doutes, les amis. Prendre un gardien de Monaco en prêt, c'était pas l'idée du siècle sur le papier, et ça se confirme, parce que le mec, autant il peut te sortir un arrêt coup-ci coup-ça, mais sur la globalité, c'est trop irrégulier, ça fait trop d'erreurs, ça te pénalise trop, et je veux bien que le dénommé coup d'air, on se dise, bon, est-ce qu'il est prêt à assurer un intérim en Ligue 1, mais en attendant de prendre un autre gardien cet hiver, sors-moi ce Mayeki, parce que ça va pas, le coup franc de Gomez, c'est chaud,
c'est terrible hein, pour lui parce que elle est sur lui, il la relâche, ça fait but, ça fait de la peine hein, parce qu'on n'a rien contre lui, mais c'est vrai que footballistiquement et au niveau du poste de gardien, bah ouais, on est peut-être sur le gardien le moins épatant de Ligue 1 depuis le début de saison. Pourtant, t'as un chevalier aussi qui est fragile, mais Maïeki, c'est compliqué quoi. Maïeki m'a laissé deux souvenirs à Bollard, il nous a écœuré sur une séance de pénal en Coupe de France, il nous a régalé lors du lance-Brest de début de saison, le chaud le froid quoi. Ah, c'est un peu un résumé de sa carrière et de beaucoup de gardiens de Monaco. C'est qu'un match, ça peut être Neuer Prime. Quoique, bon, pour être Neuer Prime, je pense pas que j'en ai vu beaucoup. Le souci, c'est que ça peut être également des perfs assez désastreuses qui interpellent forcément. Et Maïeki, bah, qui se plante et du coup, ça diffuse de la crainte, plus personne n'est serein derrière avec lui. C'est ça qui m'inquiète aussi, c'est que Brest a besoin de retrouver des certitudes en défense et Maïeki pour moi ça doit passer par ça, il doit sauter si tu veux repartir de l'avant. Là t'as un prochain match contre Metz, adversaire direct pour le maintien, attention ça va être important de voir les choix d'Eric Roy et comme tu le dis Julien c'est très étonnant de la part de Lorenzi qui en général a souvent un coup d'avance en recrutement. Ouais je suis d'accord, alors en même temps c'est comme Donnarumma Chevalier, tu passes après Bizotte qui a été monstrueuse lors de son passage à Brest. Tu passes après un gardien qui a été très très marquant, mais le move d'aller chercher comme ça, même si je pense que financièrement tu t'y retrouves, il devait prendre comment s'appelle le fameux gardien suédois de Mjällby qui finalement va terminer à Com. Ouais, cet hiver, j'espère que Lorenzi va nous sortir un petit nom du chapeau qui va détonner. Côté Brest, j'ai quand même bien aimé l'entrée de la Bolascari, qui a impulsé un vrai truc, qui aurait pu obtenir un penalty sur le contact avec Vermeuren, qui n'a pas été récompensé. Mais ouais, au global, Brest, bah, même le plan de jeu qui aurait pu être de balancer des longs ballons devant Ajorc, j'ai l'impression qu'Ajorc il en a touché très très peu. Pourtant, il faut peut-être s'appuyer sur lui, essayer d'insister, parce que c'est dommage, je trouve que ce 4-2-3-1, il peut fonctionner. Tu as des joueurs pour attaquer la profondeur à Marseille, c'est pas bête, avec Mama Baldé, Mboup, tu as un Del Castillo qui a une certaine vision, tu as Ajorc qui peut occuper les centraux. Sur le papier, je trouve que c'est vraiment intéressant, mais dans la concrétisation et surtout très très vite, Brest, dès que ça prend 1-2 buts, dès qu'il y a un contre-coup, j'ai l'impression que ça peut vite plonger. Et sur ce match, voilà, ils sont fait punir, ils sont fait trahir par leur gardien. T'as la faute qui amène le penalty. Et c'est dur pour eux, quoi. Après, bah, c'est vrai qu'Aubameyang, il en a raté quelques-unes. Heureusement qu'il marque, parce que sinon, ça aurait été encore une fois une séquence assez redoutable pour lui. Il aurait pu se faire un peu houspiller, mais il finit par s'en sortir avec encore une fois un but dont il a le secret, une reprise un peu couchée qui est vraiment belle. Greenwood qui marque sur penalty. Et non, comme je vous le dis, le match de Marseille, il est bien parce qu'il arrive pour éteindre l'incendie. Tu vas laisser passer la trêve, tu as des joueurs qui vont partir, d'autres qui vont rester, tu vas avoir beaucoup de retours de blessures, enfin, faut espérer qu'il y en ait. Là, tu as fait rentrer, et oui, j'ai bien aimé aussi la rentrée, alors, on connaît Robinho Vaz, sa générosité, mais l'entrée de Bacola, qui aurait pu marquer un vrai beau but, c'est bien aussi que De Zerbi préfère lancer, même si tu as eu le retour de Neil Maupay, voilà, incroyable, comme l'Irola, Neil Maupay est toujours là, sur le banc. Tu vois, Madi ou Bacola, c'est bien de leur tendre la main, même si c'est en fin de match. Je vois des intentions, Bacola qui aurait pu marquer un joli but de loin. L'OM doit avoir aussi son groupe de 4-5 joueurs jeunes, formés ou post-formés comme Rominho Vaz, qui gravitent autour de l'équipe professionnelle et qui prennent des minutes à poste équivalent. Est-ce que tu dois aller chercher un mec de rotation pour le milieu ou est-ce que tu dois faire plus confiance à Bacola? Moi, j'irais plutôt sur cette deuxième option parce que même si le petit voilà, il y aura peut-être des matchs avec moins de choses grandioses qui sautent aux yeux, je vois quand même un petit truc pour que ça puisse tu vois, pas enflammer le vélodrome, mais il puisse avoir son aventure au sein de l'effectif professionnel de Zerbi. Et ouais, l'OM qui domine son sujet, c'est vrai que c'est un peu le match des paradoxes parce que t'es deuxième de Ligue 1 à 2 points du PSG, t'en as gagné 8 sur 12, t'es la meilleure attaque de Ligue 1, mais t'as ce fameux bilan LDC où t'es à 3 sur 12 et tu vas jouer ta saison sur les 2 prochaines journées. Tu reçois Newcastle qui est une équipe qui a du mal à l'extérieur, qui est plus impérial à St. James Park, même s'ils ont gagné voilà, 4-0 à l'Union Saint-Gilloise, donc attention. Et après, tu vas chez les Belges de l'USG le 9 décembre. Donc c'est vrai qu'il y a une séquence marseillaise, on le répète, mais déplacement à Nice, réception de Newcastle, réception de Toulouse, ensuite tu vas à Lille. Et entre ça, tu vas à l'USG et après, tu reçois Monaco pour terminer.
Ça va falloir être quand même costaud, hein. Ça va pas être simple pour cette équipe marseillaise. Mais comme je vous le dis, il faut essayer de trouver du positif. C'est pas un match référence, c'est pas grandiose, mais on a quand même vu des joueurs se rassurer, des trucs où il faut insister. Vermeren titulaire, ça peut être la clé. Et puis les petits jeunes qui prennent du temps, je pense que ça peut être pas mal. On continue, Le Havre-Nantes, ce match de 19h, la malédiction des matchs du samedi 19h. Un scénario qui ressemble à beaucoup de matchs de Nantes cette saison, avec un Nantes qui ouvre le score, avec Ablin et une superbe tête vraiment qui surprend la défense avraise et Moridio, très bien placé, bien inspiré, rien à dire. Je crois que c'est Kelvin Almian qui fait le centre, vraiment parfait, incroyable. Et malheureusement, comme d'habitude, trop souvent, effet Comboiré, effet des dernières années, Nantes arrête de jouer, recule, laisse le ballon à l'adversaire, et ce qui devait arriver arriva. Voilà, une deuxième période horrible, on peut le dire, hein. Franchement c'était pas bon. 65% de possession contre 35, 15 tirs contre 4, un seul tir cadré, celui du but. Et Nantes, il y avait un coup à faire, parce que je veux bien que Nantes n'est pas le meilleur effectif de son histoire, mais t'as quand même des situations à jouer, un peu plus à exploiter. Et ouais, c'est une équipe qui se fait rattraper à chaque fois, quoi. Alors il y a des matchs où tu vas t'en sortir comme le PFC, mais au global t'as pas assez de certitude défensive et collective pour te permettre de jouer que sur ce plan A, à savoir on marque et puis on blinde. C'est vraiment regrettable, parce que tu restes dans cette zone rouge où tu prends pas beaucoup de points, t'es qu'à 2 victoires en 12 journées. Donc vraiment, ouais, ce Nantes qui ouais, m'a déçu, je peux le dire, parce que c'est le genre de match, je me suis dit Le Havre, concurrent direct pour le maintien. Tu enchaînes surtout le match après Metz. L'entame, elle est bonne parce que tu marques très très vite. Et justement, c'est ça qui m'intéressait, ce Nantes-là. Essayer d'aller marquer ce petit but en plus, continuer à jouer, proposer, parce que tu as des joueurs pour le faire. Mwanga, il adore se projeter vers l'avant. Guirassi, El Arabi, Ablin, me fait pas croire que ça peut passer toute la rencontre à attendre derrière la ligne médiane à récupérer des ballons. Non, non, je pense qu'il y a un autre plan B qui est possible à Nantes. Le coach, je veux pas croire que Luis Castro se contente de ça, mais c'est les joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont des fois pétrifiés, ouais, c'est cet esprit comboiresque de rester derrière, de blinder, et c'est difficile. Et bravo au Havre, parce que le Havre s'est procuré une quantité d'occasions à essayer avec NDI, avec Keshta, avec Soumaré. J'ai bien aimé le match de Seko aussi au milieu de terrain, et Gauthier Horis. Alors Gauthier Horis, il marque de la tête, mais je suis allé voir les stats parce qu'il m'a fait une belle impression. Gauthier Horis, il a gagné 14 de ses 15 duels. 14 sur 15, c'est un ratio qui fait partie, voilà, c'est quelque chose que je vois rarement, en tout cas, personnellement, en termes de stats. Donc, ce Havre-là, qui va chercher, comme toujours, les points, qui va embêter du petit monde, voilà, qui fait ses victoires contre Auxerre, qui bat Brest, qui est 12e de Ligue 1, qui a 14 points. Et du coup, ça valide une très très belle séquence pour eux, parce qu'ils enchaînent un 4e match sans défaite après le 6-2 à Marseille. Donc vraiment bravo à eux, parce que je vois une équipe hyper généreuse, volontaire, qui tente pas mal de choses. Et on le redira jamais assez, mais bravo à Bonnemer, à Digard, à la direction havraise d'avoir concocté cette équipe à 0 € avec des paris, des joueurs qui viennent de Ligue 2, d'étrangers, des joueurs à relancer des fois du championnat suisse, grec, belge, enfin des joueurs dont on n'a pas l'habitude. Le Seco, où est-ce qu'ils sont allés chercher du coup? Seco, ils sont allés chercher au Grasshopper Zurich, quoi. Il fallait avoir le coup d'œil, même si Seco, c'est pas parfait, mais tu vois, Digard, de temps en temps, il tente des trucs. Il avait mis Keshta dans ce rôle à gauche au Vélodrome, ça marche bien. Je trouve qu'il a un volume de jeu qui lui permet d'évoluer correctement, même plus que correctement, d'être une vraie valeur ajoutée pour son équipe. Et Seco, défenseur central du métier, qui est en 6. Donc non, ce Havre-là, il est attachant. C'est le terme que j'ai envie de dire, parce que c'est une équipe qui lâche rien, et que même si, évidemment, quand tu regardes l'effectif, quand tu regardes les paris, quand tu regardes l'absence de buteurs référents, les mecs, ils se dépouilleront toujours à 100%, et ça, faut le valoriser, quoi. Vincent, supporter nantais, qui en a gros sur la patate. Je veux juste qu'on descende en Ligue 2. J'en ai ras-le-bol de voir Nantes jouer comme ça depuis 10 ans. On propose rien. Ce président est horrible. J'en viens à souhaiter le dépôt de bilan comme Bordeaux.
Je peux comprendre qu'il y ait une forme de lassitude, surtout quand tu vois la Beaujoire et certains tifos, certaines animations. L'équipe de Nantes ne mérite pas des fois son public. Franchement, quand tu vois ce que ça propose la Beaujoire, et même moi, je l'ai fait la Beaujoire, et à l'époque, c'était une équipe qui était déjà pas, tu vois, hyper emballante, avec comment ça s'appelle, Lenjani, avec Bamou, avec Lucado. C'était pas le FC Nantes le plus sexy avec Adrian Sigtorsson, mais à chaque fois, la Beaujoire, c'est beau quoi. Et heureusement qu'ils ont ça à Nantes. Parce que s'il n'y avait pas ça, franchement, le club, il serait triste. Hein. Donc, ouais, non, sous-côté, si vous avez la chance un jour d'aller à la Beaujoire, allez-y, parce que c'est déjà un stade historique de Ligue 1. Il y a une vraie atmosphère, il y a vraiment quelque chose. Quoi. Et ouais, cette défaite contre Metz, malheureusement, derrière, tu prends qu'un point. Tu as Lorient qui arrive dans ce fameux multiplex frisson du dimanche 23 à 17h15. On avait dit qu'il fallait prendre au moins 6 points pour avoir un tableau de marche, un tableau de chasse qui était pas mal. Et là, on se retrouve qu'avec un petit point. Donc, ce Nantes-là, je vous comprends pourquoi. J'avoue, je vais me faire une salade. Je comprends votre désarroi. Parce que ce que tu ressens, cette espèce de sentiment de ras-le-bol, la prochaine étape, et je l'ai eu avec Bordeaux, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que t'en viens des fois à même plus regarder les matchs, à juste checker les scores, voir les highlights, parce que ce qui se passe au sein du club, ça te dégoûte. Et pourtant, c'est ton club, tu l'aimes, c'est en toi, c'est ta passion, c'est ta flamme, c'est le truc qui te poursuivra jusqu'au bout. Mais il se peut que des fois, il y ait des décisions de dirigeants, il y a des états, des lieux, il y a des trajectoires, ça te déçoit tellement que ouais, tu peux être dégoûté, je comprends. Je comprends, franchement, ce que tu ressens, mon ami Vincent. Courage, courage. Toi, au moins, t'es en Ligue 1. Bon, nous, la période actuelle, ça va à peu près, mais voilà. Je peux comprendre que des fois, on souhaite de repartir de zéro, mais quand tu repars de zéro, faut y aller quand même. Hein. C'est violent, hein, parce que là, le week-end prochain, notre match, enfin, hors Coupe de France, c'est déplacement à Lorient. Mais c'est pas le Lorient de Pablo Pagis, Abergel et Vogo, c'est le Lorient 2. Donc attention, hein, ça va picoter. Hein. Ensuite, ce Monaco-Lens, exceptionnel. Un match que j'attendais beaucoup parce que forcément, je voulais revoir un RC Lens dans une grosse affiche de Ligue 1. Je voulais voir aussi Monaco qui a fait cette victoire dans le dur, mais quand même une victoire importante à Bodo Glimt et continue à voir ce que Pocconi peut proposer. Malheureusement, ça peut pas être le Monaco de Pocconi. J'ai l'impression d'avoir encore revu le Monaco d'Adi Hutter, à savoir une équipe trop neutre qui s'est fait balader. Bien sûr, il y a un fait de jeu qui change tout, le carton rouge de Balogun. Alors, est-ce que Monaco aurait pu se réveiller en deuxième période? Est-ce que Monaco aurait pu aller chercher quelque chose en deuxième période à 11 contre 11? Sans doute, oui, je pense que peut-être qu'ils auraient eu un réveil, parce qu'à part mi-temps, ils se sont fait, tu vois, balader. Mais j'ai pas compris le rouge. Monsieur De Chépi, c'est pas possible. Enfin, le geste, on voit des trucs comme ça, où ça effleure et c'est dramatique, mais vraiment, j'en revenais pas. Et la surprise des commentateurs, Benjamin Nivet et Smoïd Bouabdella, elle en dit très très long sur ce que je pense beaucoup on a ressenti. Quand on a vu Balogun, tu vois, tu sais, un peu sourire dépité en mode, je prends jaune pour ça, vas-y quoi. Et là, tu vois le petit changement d'animation en haut à gauche de Ligue 1+, carton rouge. Et tu vois le ralenti. C'est dur quoi. Donc, ouais, ça m'interpelle. Et la VAR qui intervient pas. J'aurais bien aimé que la VAR aille voir ça. Sangara a partagé une photo de son pied. Bah écoute, si tu la trouves en lien, envoie-la moi. Parce que peut-être qu'on a été abusé par le geste, mais je trouvais que c'était un peu gentil comme carton. Enfin, là, pour le coup, waouh. Moi, j'en revenais pas. Ce qui n'enlève en rien à ce que je continue de dire. Quand c'était à 11 contre 11, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Monaco, pas inspiré, très très faible défensivement. Thilo Kehrer qui donne le premier but. Des joueurs qui se cherchent, qui se trouvent pas. C'est compliqué. J'ai l'impression que y a des mecs qui continuent de se découvrir dans cette équipe de Monaco et pourtant on est en novembre. Mika Biarret, comme toujours, un fantôme cette saison. Ça devient de plus en plus dur. Mais cette équipe lensoise, elle est enthousiasmante. T'as envie de voir jusqu'où elle peut aller. Elle a un vrai coup à jouer cette saison en n'ayant qu'un match par journée. Le 11, il tourne très très bien. Franchement, c'est propre. Il y a la photo de Sangaré que tu m'envoies. Merci, je vais aller voir ça de ce pas. On a tous eu la même réaction à chaud. J'apporte juste une petite nuance. C'est vrai que c'est pas beau. Si tu regardes bien le contact, c'est pas celui avec Balogun qui lui a fait ça. Au pire, il y a certainement l'entaille. Il était pas gêné 2 minutes plus tard. C'est vrai que j'ai l'impression que le pied était plus sur le côté. Mais c'est vrai que Sangaré, c'est pas beau. Hein. Excusez-moi pour l'image qui n'est pas
qui est pas valorisante un bon, un bon dimanche soir. En tout cas, il y a débat, mais sur le coup, je trouvais quand même que le rouge, voilà. Je sais pas si c'est lui qui lui fait ça. Putain, mais j'avoue, il joue avec quoi il joue avec des crocs. L'ami l'ami Balogun. Je sais pas, c'est quoi ces crampons? J'aimerais bien avoir les mêmes pour aller escalader des montagnes. Hein. Parce que ça, tu mets les crampons de Balogun, si ça fait ce résultat-là, tu fais l'Everest en 3 quarts d'heure. Hein. Franchement, waouh. C'est Merci beaucoup Anto pour le petit abonnement. Merci beaucoup mon gars, ça fait plaisir. Mais comme je vous disais, cette équipe lançoise, bah elle valide tellement de choses. Dans ce 11, il y a beaucoup de positifs, il y a que du positif à dire en fait. Romain Risser, le penalty détourné, les arrêts qu'il faut, 20 ans et déjà 3 mois excellent en Ligue 1 où le mec a totalement pris le pli du job, il s'est adapté, il a compris ce qu'on attendait de lui, il y a très peu de fautes de concentration, c'est extrêmement prometteur et j'insiste parce qu'on a beaucoup parlé de ce mercato lensois, mais la confiance de Leka et Pierre Sage pour mettre en avant Romain Risser comme gardien numéro 1 d'un club de Ligue 1. Après, c'est vrai, c'est belle saison à Dijon en National et le reste en Ligue 2. Fallait oser parce que c'est pas simple de lancer un jeune gardien et de prendre ce risque. Parce que le souci, c'est que Risser, si les premiers matchs de Ligue 1 il se plante, est-ce que derrière tu peux le récupérer mentalement? Et là, pour le coup, c'est vraiment que du bonus. Enfin, c'est une superbe trouvaille. Baïdou, merci à Kevin Danso de lui avoir conseillé de venir dans l'Artois parce que c'est toujours aussi fou ce qu'il propose. Il y a eu un démarrage un petit peu timide, ce premier match contre Lens, contre Lyon, pardon, mais depuis c'est super super fort. Ouais, c'est vrai comme tu le dis, Periodista, les cas on apparaît sur Ligue 1+, notamment avec le recrutement de Gertner. C'est vrai que Pierre Sage, ancien gardien, Leka, ancien gardien pro, et Gertner, gardien en activité 38 ans, je pense que ce mélange pour l'encadrer, il a que des mentors qu'il faut, donc Risser, il est parfaitement mis en place et encadré dans ce sens. Malang Sarr, le niveau qu'il a retrouvé, le double pivot Thomas Sangaré, enfin, vous m'avez compris, c'est que des éloges. Et ouais, Wesley Saïd, Wesley Saïd, pour ceux qui ont suivi les jeunes à l'époque du côté Stade Rennais, alors, je vais pas dire que Wesley Saïd avait la même hype qu'un Dembélé, qu'un Doué, qu'un Kamavinga, même qu'un Kader Meïté, qui, quand ils étaient en jeunes, ces gamins-là, sont des joueurs, on avait une vraie valorisation, on se disait, quand ils vont arriver en pro, à 99%, ça va péter. Mais Wesley Saïd, je m'en souviens, chez Jeune Rennais, il avait aussi son petit mot à dire. Il y a beaucoup de gens qui parlaient de lui. Ce qui lui a fait défaut, c'est des blessures, c'est peut-être des mauvais choix de carrière, Dijon, Toulouse, des choses où ça s'est pas bien enchaîné pour lui, mais dans ce rôle de super sub à Lens, ça lui va très très bien. Et là pour le coup, oui, son début de saison, 5 buts de passe D, et lui quand il arrive dans la surface, il sait quoi faire, et même il y a des déplacements qui sont très très bons. Son premier but, il le sent très très bien, j'ai adoré sa réalisation contre Lorient la semaine dernière, où quand tout le monde est un peu statique dans la surface, lui, il voit le geste du Dol, il va bien se placer. Donc Wesley Saïd, en fait, ça fait partie de cette catégorie de joueurs qui ont été des cracks et qui répondent enfin présent parce que il a fallu du temps, parce que collectivement, il a dû trouver la meilleure période. Mais c'est vrai que lui, pour le coup, c'est super ce qui lui arrive, quoi. 30 ans, tu vois, c'est jamais trop tard. C'est vrai qu'il a fait, ouais, j'ai oublié Laval, 7 buts, 17 buts à Dijon, il arrive à Toulouse, la fameuse saison Covid, 25 matchs de buts, et à Lens, tu vois, 116 matchs, 28 buts avec un rôle de remplaçant, et c'est un joueur qui a confirmé, mais tu vois, ce que je te disais sur la réputation en jeune, regardez le nombre d'apparitions en équipe de France, U16, U17, U18, tout ça, c'est par hasard, c'est un mec qui a beaucoup été convoqué et qui a planté quelques buts, notamment quand il était très jeune, donc il y avait une réputation. Après, voilà, c'est des carrières, des fois ça se fait, ça se défait. Mais ouais, c'est Saïd, ouais, c'est bien, t'as raison de le valoriser. Parce que ça fait partie de ces. Alors, moi j'ai toujours aimé son rôle de super sub à Lens. Et j'ai pas les mêmes attentes sur un Wesley Saïd que des cadres. Mais pour le coup, si lui il devient un titulaire important et qu'il continue d'enchaîner, c'est que du bénéf, quoi. Enfin, c'est un bel ajout à cette équipe. Thauvin, qui du coup a été reconvoqué en équipe de France, Colomboigny est blessé, donc Thauvin revient en EDF. Et c'est bien parce que Thauvin, même si on l'a dit, entre les matchs de l'EDF et avant le match de Monaco, ça n'a pas été sa meilleure période. On sait qu'il y a eu un petit deuil personnel, donc ça a été compliqué aussi sur le plan perso. Mais ce match à Monaco, c'est
pas loin avec la rencontre contre Lille de son match référence déclic. Donc il va revenir en équipe de France avec voilà, cette carte de visite qui est hyper valorisante. Et Thauvin, il a fait un très très bon match. Ouais. Il a vraiment été en tous les bons coups. Et ouais, Edouard, Hudson-Edouard. J'avoue que quand j'ai vu le prix d'Hudson-Edouard, quand je l'ai vu arriver en Ligue 1, j'ai essayé et j'ai oublié sur MPG d'aller chercher dans le mercato quand il est tombé voilà, dans le data trading, et je m'en voulais trop parce que Edouard, je savais que c'était une bonne pioche, je l'ai eu dans d'autres équipes MPG, mais à ce prix-là, et pour un mec qui sort de quoi 5-6 ans en Angleterre, c'était quasiment sûr qu'il allait planter ses quelques buts. Alors là, il est sur une super série, donc tant mieux pour lui. Mais non, enfin, en vrai, pour ce RC Lens-là, t'as que du positif, t'as que des choses à valoriser. Et cette équipe s'est bien remise la tête à l'endroit après le match contre Metz. Je pense que le match de Metz, ça a été un mal pour un bien. Ça a été une piqûre de rappel pour rappeler à tous ces joueurs que c'est pas le bout du tunnel, qu'il faut encore beaucoup travailler, qu'il faut pas se reposer sur ses acquis et ce très bon début de saison, que chaque match de Ligue 1 a sa vérité et tu peux te faire avoir contre une bonne équipe de Metz qui te rentre dedans. Et tu vois derrière Lorient, pas le match le plus abouti, mais tu gagnes 3-0. Et là, bah, tu as ton meilleur match de la saison. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va rester pour Lens. Et content de voir finalement que ce bon travail est récompensé et valorisé. Et qu'on est tous hyper emballés de voir cette équipe performer à ce niveau. Jusqu'où ça peut aller, bah, moi, très clairement, autant tu vois Lyon par rapport aux effectifs, au retour de blessés, je pense que ça va plus être 5-6e. Est-ce que Rennes peut aller titiller ça? T'as Lille aussi qui nous déçoit, est-ce qu'ils vont se réveiller? Mais Lens a une bonne gueule de 4e, hein, voire de 3e, selon comment ça tourne. Lens, faudra voir évidemment la CAN, faudra voir quelques petits départs importants. Est-ce que tu n'auras pas déjà des sollicitations cet hiver? Mais moi, Lens, si tu me dis que ça va jusqu'au bout, que ça termine 4e, bah ouais, on a envie d'y croire, hein, parce que cette équipe, elle a beaucoup de qualités. Elle n'a pas beaucoup de défauts et tu sens, surtout encore une fois j'insiste, que c'est un club qui travaille en harmonie, qui avance main dans la main, qui est très très bien géré quoi. Et côté Monaco, bah, ce que je vous ai dit, hein, Pocognoli, bon courage à lui, il y aura des retours de blessés, mais c'est un Monaco qui ressemble à finalement au Monaco de la fin de l'ère Kovac, au Monaco de Philippe Clement, au Monaco d'Adi Hutter, parfois au Monaco de Moreno, et je pourrais remonter. C'est une équipe qui a tellement de suffisance, qui aime pas travailler, qui aime pas tacler dans la boue, qui aime pas se mettre minable, avoir de la terre sur le maillot. Enfin, ils sont trop propres et ils ont du mal à se bousculer eux-mêmes. Heureusement, ils ont toujours cette petite marge parce qu'ils ont 2-3 joueurs plus qui peuvent faire des résultats, gagner contre Nantes, Metz, faire des résultats. Mais là, t'enchaînes une deuxième défaite après le Paris FC. Attention Monaco, voir la réaction après la trêve, surtout que tu vas à Rennes qui enchaîne bien en ce moment. Le match Lorient-Toulouse, et j'en profite, désolé, j'ai oublié tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui disait je t'écoute dans le retour du bus de Lorient, donc j'ai un Toulousain qui va faire un beau petit voyage cette nuit pour rentrer à Toulouse, qui a donc fait tous ses kilomètres pour voir son équipe tirer 5 fois, encadrer 2, mais mettre un but sur penalty par Djibril Sidibé, donc il a sauvé l'essentiel avec ce petit point. Un match qui était quand même intéressant parce que je pense qu'il y avait moyen pour l'équipe de Toulouse finalement de peut-être encore plus s'inviter, passer ce cap du ventre mou, mais tu vois finalement Toulouse qui est 16e qui a 16 points, 10e, en n'ayant gagné aucun de ses 4 derniers matchs. T'imagines si Toulouse avait gagné 1 ou 2, Toulouse il serait potentiellement 4e ou 5e. C'est une équipe Toulouse, je vais pas dire qu'elle est sous-exploitée, mais je suis pas loin, parce que c'est dommage de se contenter de ce maintien tranquille, de ce ventre mou, parce que je pense dans cette Ligue 1 où t'as pas les plus grands effectifs de l'ère moderne pour chaque club, il y a un quoi jouer. Quand t'as pas de Coupe d'Europe, quand t'as un 11 compétitif, quand t'as des joueurs que je considère plus en Ligue 1 à leur poste, des Charlie Cresswell, des Diane Metalli que j'ai trouvé vraiment très bon au moustoir, voire Yann Bo quand il trouve la lumière. Peut-être qu'il te manque un 9 que tu avais avec Dalinga, voire Aboukhal il y a quelques temps. Peut-être un peu plus de personnalité au milieu de terrain, même si je trouve que Abou Francis, Caceres ne déméritent pas. Mais ce Toulouse-là, tu vois, j'ai envie de leur...
Si c'était, on est encore dans le bulletin scolaire, ce serait encouragement, mais lâchez pas l'affaire. Enfin, essayez de vous investir un peu plus, d'aller y aller, quoi. Parce que je suis persuadé que cette équipe, elle peut obtenir de bien meilleurs résultats et s'inviter dans la discussion pour l'Europe. Je pense qu'elle sera peut-être limitée par sa profondeur de banc, mais elle est 10e aujourd'hui. Mais si ce Toulouse-là était 6e, 7e au vu du début de saison et du potentiel, ce serait pas usurpé. Donc c'est dommage parce que je sais pas si les joueurs, si Martinez ont conscience de ça, mais dans cette saison, il y avait un coup à jouer, il y a encore un coup à jouer, et j'espère qu'ils passeront pas à côté parce que ce Toulouse-là, ouais, je vous le dis, vrai, c'est ça, t'es à 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites, donc t'es vraiment ventre mou, quoi. C'est tout ce qu'il faut. Calendrier de Toulouse. Toulouse, qui reçoit Angers, qui va faire. Le calendrier de Toulouse. Alors, t'as que 4 matchs avant Noël. Donc, Angers, tu vas à Marseille, tu reçois Strasbourg et tu vas au Paris FC. C'est à eux de voir ce qu'ils ont envie de faire pour cette saison. S'ils veulent être tranquilles. Hein, voilà. Ah, mais c'est vrai que Toulouse, c'est l'équipe que je vends beaucoup parce que je vois un truc avec eux, avec leur formation, avec leur bon recrutement, avec un coach Martinez Dovel qui me plaît bien. Mais ouais, maintenant, il faudrait un peu plus concrétiser ça, les amis. Sinon, je vais pas pouvoir continuer à vous suivre. Côté Lorient, encore une fois, le match hyper généreux d'Arsène Kouassi. Lui, pour le coup, on a parlé de Moreira tout à l'heure, et je pense que pour un peu moins, je crois qu'il a coûté 1,3 million à Ajaccio. On est sur un des rapports qualité-prix les plus fous du dernier mercato. Arsène Kouassi, je me demande combien de temps Lorient va le garder. C'est une plus-value inouïe. C'est un gamin qui est tellement fort, qui, dans son couloir, c'est trop chaud. T'avais vraiment deux dragsters face à face, Metali et Kouassi, mais lui, je suis juste bluffé par ce qu'il réussit à faire, quoi. Franchement, ça m'épate de plus en plus. Et non, c'est un très bon coup de la cellule de scouting de Lorient. Lorient qui, du coup, passe 17ème quand même. Hein. Attention, parce qu'on a souvent dit que ces Merlus étaient sur un fil. C'était une équipe qui avait des joueurs intéressants, mais pas tous au niveau encore de la Ligue 1. Tu as mené au score, tu t'es fait rattraper. T'as Bamo Meïté qui est resté sur le banc, qui a été en difficulté sur les dernières sorties. T'as pas été capable d'aller chercher cette victoire. Ça dit quoi un peu la dynamique de Lorient pour me souvenir? Ouais, Lorient, ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné. Ils sont à que 2 victoires en 12 journées. Donc Rennes et Monaco. Et du coup, calendrier de Lorient, concurrent direct à Nantes. Tu reçois Nice, tu reçois l'OL et tu vas à Strasbourg. Alors, j'ai l'impression qu'à domicile, ils sont un peu mieux. Bon, ils en ont pris 7 contre Lille. Voilà, on peut relativiser. Mais à voir ce qu'ils vont pouvoir proposer aux Moustoirs. Mais c'est vrai que ça fait depuis un bon moment, 6 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Et c'est une équipe qui a réussi pas, Pantaloni, pour l'instant, à trouver son 11. De plus en plus de joueurs de valeur sûre comme Kouassi. Donc c'est chaud, ouais. T'inquiète, ils nous rencontrent la semaine prochaine. J'avoue que qui de mieux que le FC Nantes pour relancer cette équipe lorientaise qui est à la peine très clairement dans cet automne. Ouais, c'est vrai que là, ça fait un bilan qui est assez catastrophique. On continue, les amis. Il nous reste 3 matchs, le multiplex. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce Strasbourg-Lille. Avec une victoire strasbourgeoise, le retour victorieux de Emmanuel Nviga, titulaire dans le 11, un doublé. Et Mega qui sent toujours aussi bien les coups qu'un attaquant, pareil, hein, on a parlé de potentiel qui est fabuleux. C'est toujours une question, est-ce qu'il peut cohabiter avec Païcelli? Et oui, je pense que Païcelli qui a plus ce profil pivot, je mets des guillemets parce qu'évidemment ça va être une caricature, et Mega en termes de profondeur, qui est un joueur redoutable, qui adore ce type d'espace, vraiment une satisfaction au global, et un match qui était intéressant parce que Strasbourg a évidemment loupé la dernière journée de Ligue 1 avec ce 4-1 à Rennes. Moi j'aime bien ce que propose Rosenior là-dessus, et ce match a été quand même hyper généreux, satisfaisant. Ouais, c'est vrai que Strasbourg dans les gros matchs était passé à côté, là c'était un concurrent direct. Ils ont réussi à sauter sur l'occasion. J'ai également, encore une fois, Barco, son activité très propre. Ouattara, ouais, c'est vrai que Ouattara était partout. T'as raison de le dire, Seb. Il y a beaucoup de joueurs que sur ce match, j'ai trouvé très bon. Même Penders, qui a été un peu plus rassurant que d'habitude, qui a fait moins, On sait que Penders, avec ce fameux jeu au pied, ça peut être un petit peu, hein, on est des fois un peu stressé pour lui, mais là pour le coup ça a bien tenu. Mamadou Sarr qui a été très bon. Donc non, c'est un Strasbourg qui capitalise
sur ses hommes forts et surtout sur Emega qui, même si certains vont dire statistiquement, il est loin des meilleurs, mais il a un potentiel pour l'atteindre. Je suis curieux quand même de voir l'an prochain ce que Chelsea va faire de lui, parce que je ne le vois pas encore tout à fait prêt pour un rôle de titulaire dans une équipe du top 4, top 6 en PL. Mais Emega, il y a un vrai truc avec lui, quoi. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord. En termes de sensation, c'est un mec qui, voilà, t'as envie de voir jouer ce qu'il peut aller. Est-ce qu'il a un vrai plafond de verre? Quelles sont ses limites? C'est difficile à dire. Mais sincèrement, ce Emega là, ouais, quand il est comme ça en jambes, qu'il est en pleine confiance, c'est redoutable. Après, oui, c'est vrai que Giroud l'a aussi mis sur un orbite qui est colossal. Et comme tu dis, Thibaut, j'ai du mal à me faire l'idée qu'il joue en Ligue 1. C'est vrai que tu as une image sympa parce que Chilwell et Giroud ont joué ensemble à Chelsea, ils ont gagné la LDC. Donc tu as eu une petite accolade. J'ai dit du bien de Strasbourg. Voilà, je le signifie encore une fois. Bon match, grosse activité au milieu de terrain, défensivement concentré. Les amis, il va falloir qu'on ouvre le dossier du LOSC. Parce que le LOSC, ça va pas depuis un moment. Déjà dans le jeu, ça faisait depuis quelques journées, quelques semaines, voire quelques mois, certains m'ont dit, ça peut être le cas, que c'est compliqué. En termes de résultats, ça commence à glisser tout doucement. T'es 5e de Ligue 1, t'es qu'à 2 points de la LDC, c'est pas limite. Mais voilà, t'as gagné péniblement contre Angers. T'as paumé 2-0 à Nice. T'as perdu 2 matchs de suite en Europa. Attention parce que c'est une équipe qui mise beaucoup sur la continuité en termes de jeu devant avec ce fameux quatuor Haraldsson, Correa, Fernandes Pardo et Giroud. Mais désolé, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Enfin, je trouve que c'est une équipe qui n'arrive pas à impulser quelque chose. Il y a des statuts qui me déplaisent dans cette équipe. Et pourtant, Olivier Giroud, maxi respect pour la carrière, pour tout ce que tu as fait, mais Giroud aujourd'hui, il peut pas enchaîner comme ça, et ça doit être un numéro 2, ça doit être Igaman titulaire, quand bien même Igaman, des fois, il peut aussi ne pas être parfait sur 90 minutes, mais je pense que Igaman, sur d'entrée, avec son grain de folie, et Genesio l'a dit en conférence de presse, j'ai besoin d'Igaman, enfin, que les autres s'inspirent de cette folie d'Igaman, histoire que ça bouleverse un petit peu l'ordre établi. Giroud, tu vois, qui rentre à 20-15 minutes de la fin, soit pour défendre sur les coups de pied arrêtés, soit pour être pesé sur les défenses et occuper quelques espaces avec des flèches. Mais même Sahraoui, alors Sahraoui, c'est un autre débat parce que je sais que certains m'ont dit Sahraoui, ses entrées, elles sont pas incroyables. Oui, c'est vrai que Sahraoui, il n'y a pas le truc qui va te faire sauter au plafond. Mais en même temps, le mec a eu 0 titularisation cette saison en Ligue 1. Comment tu veux qu'il prouve aussi, au bout d'un moment, il y a des mecs qui sont très très neutres, qui font plein de matchs insipides, qui continuent de jouer, et Sahraoui reste sur le banc. Donc moi je veux bien que Sahraoui sera pas Robben 2013, mais au bout d'un moment, si tu lui donnes jamais sa chance sur un match d'entrée, comment tu veux qu'il te prouve? Alors à lui aussi de se bousculer, de faire de meilleures entrées, mais bon, il y en a aussi, tu peux prendre le raisonnement inverse. T'as des mecs qui démarrent tout le temps, et pourtant leurs matchs ils sont tellement neutres. Fernandes Pardo, je suis convaincu que pareil, il y a un potentiel dingue, mais on commence aussi à parfois à être un. J'espère qu'il va la trouver, cette fameuse stabilité, ce déclic, parce que les choix dans la surface sont durs. Haraldsson, quand il est comme ça, pareil, la perte de balle, on souffle fort. Félix Correa, très très bon passeur, quoique aujourd'hui il n'avait pas voilà, la vision. Dans les dribbles, dans le physique, c'était compliqué aussi son match. Pareil, c'est un joueur qui a beaucoup enchaîné. Et tu vois, je suis pas... Je suis pas convaincu que ça soit la solution, mais pourquoi pas essayer de mettre un peu plus de Sahraoui, de Brom. Je pense que Mbappé, quand il va revenir, ça peut être une vraie solution. Je pense que ce LOSC-là doit arrêter de continuer tout le temps avec ces 4-là devant et trouver d'autres possibilités, quoi. La défense, bon, moi je trouve. Amandi est pas mal. Mandy est vraiment bon. Ozer, le but. Enfin, en fait, t'as une conséquence de petites micro-faute, erreur d'attention sur le but, avec la perte de balle de, comment il s'appelle, Haraldsson. T'as ce centre qui arrive, je crois que c'est Moreira qui le fait pour Emega. Et t'as Ngoy qui se trouve, Ozer aussi, et ça amène à ce but. Et même si j'ai vu ton message, hein, tu sais que Strasbourg a pas fait grand chose, oui, mais ça se joue sur des détails. Et pour l'instant, le LOSC concède tellement de buts, des erreurs, mais à répétition. Et Berke Ozer, bravo pour les pénaltys, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est ce qu'on avait dit pour Chevalier Donnarumma. Là, c'est pareil pour Chevalier Ozer, il souffre un petit peu de la comparaison. Donc, c'est vraiment délicat. Hein. C'est pas simple du tout dans ce sens. Brom n'affiche rien. Mais pareil, tu vois, je dis pas que les remplaçants du LOSC doivent être titulaires à 100%, prendre leur place et jouer tous les matchs. C'est juste que
quand je vois l'état de Giroud, Haraldsson, Fernandes Pardo, Correa, qui sont trop neutres, qui n'apportent plus rien, qui n'ont plus ce coup de rein nécessaire, qui ne pèsent pas, teste autre chose. Lance Broham sur un match titulaire, remet Igaman d'entrée, laisse un peu de créativité avec Sarawi, attend que Mbappé revienne. Mais pour le coup, ce LOSC-là, on a souvent dit que les deuxièmes années de Genesio étaient difficiles. Je pense qu'on est un petit peu dedans. C'est le cas. Hein. Là, on souffre. Alors, comptablement, c'est pas la catastrophe. 6 sur 12 en Europa. Là, tu es encore une fois à 2 points de la LDC. Mais il y a le point comptable. Il y a le jeu, le contenu, la dynamique, la nervosité aussi. Et c'est vrai que ce LOSC-là, on l'a dit que le mercato était intéressant, qu'il y avait des beaux paris. Mais pour l'instant, ça prend à moitié, quoi. Il y a des joueurs qui s'en sortent bien. Il y a des belles surprises et d'autres qui sont pas au niveau. Et là où j'en veux, enfin, c'est pas où j'en veux, c'est pas, je joue pas ma vie avec ces gars-là, mais que les Haraldsson, qui est à sa 3e année, que Fernandes Pardo, sa 2e année, prennent un peu plus d'épaisseur, parce que pour l'instant, ça répond pas à ce que tu attends d'eux pour une équipe qui ambitionne de retrouver avec des champions. C'est clair et net. Et Boadi, Boadi, j'ai bien aimé son match, mais Boadi, tu vois, il a beaucoup joué, ça tire la langue. T'as un mélange de bancs, même si j'ai envie de voir plus de joueurs, bancs qui apportent pas grand chose des fois, et de titulaires qui tirent la langue, qui sont sans inspiration. Donc il y a certaines fois, tu dis que la trêve elle tombe mal parce que tu coupes des dynamiques. Là, je pense que la trêve elle tombe très très bien parce que LOSC qui a enchaîné 2 défaites de suite et qui est pas dans une très très bonne forme, qui est à court d'idées, ça peut les aider quoi. Donc j'ai envie de voir comment on va se réunir à Luchin, Létang, Genesio, les joueurs, les cadres. Il y en a qui vont partir en trêve internationale. Mais ce LOSC-là, il y a un vrai potentiel à exploiter. Et attention à pas le gâcher, quoi. Oui, Mathis, désolé, je terminais ma tirade sur le LOSC. Mais évidemment, merci à toi, BG, pour le Prime. Ça fait super plaisir. Bienvenue dans la Pipion Family. Et oui, évidemment, Verdonk, très beau tacle. Il n'y a rien à dire. Un chef-d'œuvre absolu. La comparaison avec Vinicius, elle est splendide. Mais c'est ça, en fait. C'est que on est inquiet d'un point de vue du jeu, un point de vue de l'état d'esprit, mais t'es pas largué par rapport à tes ambitions. Ce LOSC-là, qu'est-ce qu'on veut ? On veut quoi pour ce Lille-là ? C'est retrouver la LDC. De toute façon, je pense que c'est l'objectif annoncé. Et du coup, t'es 5e à 2 points de Strasbourg. Rien n'est fini. Calendrier du LOSC. Ça dit quoi un petit peu pour les Lillois ? Réception du Paris FC en prime time, donc voilà, on va être un peu plus mis en lumière. Tu reçois le Dynamo Zagreb qu'on a pris 3 contre le Celta en Europa. Déplacement au Havre qui sera pas simple. Réception de Marseille, adversaire direct pour LDC. Déplacement aux Young Boys en Suisse. Et après tu vas à Auxerre. Où est-ce qu'on sera à Auxerre à ce moment-là ? Non, c'est bien parce que tu as 4 matchs de Ligue 1 qui vont être intéressants. Lille qui a plutôt d'habitude la main mise sur les équipes à sa portée, et contre Marseille à la maison ça va être pas mal, donc intéressant de voir comment ils vont s'en sortir quoi. Mister Fail, merci beaucoup pour le Prime, merci beaucoup BG, ça fait bien plaisir. Salut Stradri, j'espère que tu vas bien aussi. LOSC Nice qui gagne en ce moment. En vrai, j'aurais presque tendance à dire Nice, parce que Lille qui doit faire le jeu n'y arrive pas, et Nice qui pique en contre, ça leur va bien. Et là, la transition elle est toute trouvée, les amis. Ce FC Metz là qui bat l'OGC Nice, qui sort encore une fois d'une séquence en Coupe d'Europe. Vous devinez ce qu'ils ont fait. Encore une défaite. Ils sont 35e. Heureusement pour eux qu'il n'y a que les Rangers qui sont plus nuls, parce que sinon ce serait quand même assez spectaculaire de les voir derniers. Mais écoutez, bravo à Metz, parce que je le redis, ici, je pense que c'était justifié de voir une équipe aussi malade, aussi imprécise, aussi inadaptée à la Ligue 1. Le 600 contre Lille, je pense que là, tu as vraiment touché le fond du fond. Et du coup, tu t'es bien remobilisé. Cette victoire contre Lens à l'orgueil. Ensuite, tu as ce très bon match à Nantes où tu viens battre un concurrent en direct. Et puis ce soir, c'est encore une fois mérité. Contre un Nice qui a ouvert le score avec un très beau but de Shaw. Franchement, la percée de Van Hout et le but de Shaw en première intention avec cette frappe en rouleau pied gauche, très propre, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir du match de Nice, parce que Nice, finalement, l'état, soit physique, parce que l'infirmerie elle peut continuer à peser, ok, mais surtout ce qui se passe en Coupe d'Europe, et peut-être certains cas, même si Klaus est revenu aujourd'hui, je pense que ce qui se passe en Coupe d'Europe,
évidemment, ça finit par rejaillir parce que quand tu perds, bah, la défaite amène avec elle de la crainte, de l'incertitude, des fragilités, un manque de continuité. Donc c'est là où c'est assez compliqué pour cette équipe niçoise qui a une saison, tu sais pas où est-ce qu'elle va aller, quoi. On va voir, hein. On va voir pour elle. Hez va falloir partir. Bah, vous connaissez ma prédiction du début de saison sur hors-jeu, c'était que Francaise ne termine pas la saison parce que moi je pensais qu'entre la défaite contre Benfica, de nouveau l'Europa League où c'est difficile avec un effectif incomplet et puis l'état autour du club Ineos tout ça, 2 semaines après, qui c'est qui prolonge? C'est Monsieur Francaise qui finalement se plaît bien sur la Côte d'Azur à promenade des Anglais. Je comprends, le cadre de vie est pas mal, mais pour le coup, la conférence de presse qu'il a tenue après le match de Fribourg, je sais pas si vous avez entendu, mais elle est quand même assez révélatrice d'un mal profond. Elle est éloquente. Il a dit chaque duel on tombe, à l'entraînement aussi on tombe. En mode, bah, il a clairement indiqué qu'en termes d'investissement à l'entraînement, c'était insuffisant et que c'était pas digne d'un club européen, digne d'une équipe qui a des ambitions et qui finalement est dans son train-train quotidien et se contente de ça. Et c'est ça qui est des fois difficile pour certaines équipes parce que quand tu perds à Marseille, à Paris ou à Lyon, c'est pas la même chose quand tu perds à Nice ou à l'époque Bordeaux ou même Monaco. Parce que je sais de quoi je parle. En termes de pression populaire, quand tu perds de temps en temps sur Marseille, tout ça, bah tu perds un match, tu peux pas sortir en ville, c'est la menace absolue. Alors, faut pas que ça devienne extrême, mais pour le cas de Nice, t'as pas non plus ce sentiment où tu peux être entre guillemets mis en danger, où tu t'es bousculé, où tu dois sortir de ta zone de confort, ou enchaîner 16 matchs de suite sans victoire en Coupe d'Europe. Mais où est-ce qu'on est au bout d'un moment? Enfin, c'est pas possible. Un peu le même amour-propre qu'a eu Metz, Nice aurait dû l'avoir contre Fribourg. En plus, l'entame de match est bonne. Tu marques, tu ouvres le score. Et derrière, t'as Melvin Bard qui plombe tout le monde. Et bah ouais, quand je le dis, il plombe tout le monde. Et derrière, c'est la chute. Tu prends 3 buts en 15 minutes. Rideau. Il n'y a eu plus rien à retenir. Donc c'est quand même terrible de la part de Nice de s'effondrer au moindre à-coup et d'être une équipe vraiment dans le dur à ce niveau, quoi. Il faut parler de la faucheuse qui est Ineos dans le monde du sport. Ils ont réussi à transformer la Sky qui roulait sur tous les grands tours en cyclisme en une équipe qui vise juste les victoires d'étape. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Ineos par rapport à United, par rapport à Nice, par rapport à certains projets, quoi. Les joueurs n'adhèrent plus à son projet même quand on était dans le dur. Hez époque RC Lens a su remobiliser ses troupes quand il était encore à Lens. Là, il se passe rien à Nice, il en peut plus. Je me demande jusqu'à quand ça va tenir. Est-ce qu'il se dit on fait le dos rond en Coupe d'Europe, on laisse passer et tant pis, on se reconcentre sur la Ligue 1, mais est-ce qu'en Ligue 1 tu vas être capable de. Est-ce que tu peux refaire une quatrième place? Oui, techniquement, mais si c'est pour retourner encore une fois en Coupe d'Europe et nous refaire ce bilan-là, c'est le jour sans fin avec Bill Murray, quoi. Sauf que là, c'est pas le jour de la marmotte, c'est la dépression absolue, quoi. C'est que tu te réveilles, putain, c'est quoi ton programme? Oh putain, ce week-end encore. Enfin, jeudi, on va jouer Fenerbahçe. Oh là là, jeudi prochain, c'est la Lazio. Attends, là, on a un club anglais qui arrive, donc on va se faire ramasser. C'est Aston Villa. Non, au bout d'un moment, Nice, c'est vraiment terrible. Il y a vraiment un sentiment autour de ce club qui m'inquiète grandement, quoi. Mais Hez, sa cote s'est bien affaiblie depuis Lens avec toutes les fêtes en Europe. Je pense que le Francaise en Ligue 1 est un vrai bon coach, il sait y faire, mais le Francaise en Coupe d'Europe, ça reste pour l'instant une tâche certaine parce que il y a eu, bon, en Ligue des Champions, tu vois, il a la victoire de prestige contre Arsenal, mais tu as eu le barrage contre Fribourg où tu mènes 2-0, où tu te fais dominer 3-2. Nice, l'an dernier, tu avais déjà ces matchs où tu as fait 4 nuls, 4 défaites. Là, tu as également 4 défaites pour commencer la saison. Au bout d'un moment, on souffle fort, quoi. Et côté Metz, bah, j'insiste, bravo eux, parce que le contenu est bon, l'état d'esprit y est. Gauthier, qui est revenu de sa suspension, a été encore une fois décisif avec le penalty. Habib Diallo a été très très bon. J'ai beaucoup aimé le match de Gébama en défense centrale. Kwao, toujours si intéressant. Même le Géorgien Titiashvili commence à se prendre au jeu. Et Fischer a été plus rassurant que d'habitude. Donc ce Metz-là est une équipe, franchement... pourquoi pas? Finalement, j'avais l'impression qu'on les mettait tous à peu près 18e, que par rapport au mercato, par rapport au début de saison, on les voyait descendre, se faire flinguer. Mais j'aime bien ce que je vois en ce moment de la part de cette équipe, quoi. C'est quand même une sacrée histoire, parce que ouais, Metz faire 3 sur 3, c'est très très propre, quoi. Va sur Understat et fait un classement de Ligue 1 à partir du 28 octobre. Alors là, je pense que on peut, on peut rigoler.
avec cette histoire et voir ce que ça donne, quoi. Start Day. Hop. Et voilà. Le bon FC Metz qui est premier de Ligue 1 sur les 3 dernières journées. Et là, tu vois, Auxerre qui a la seule équipe avec 0. Nantes qui a pris qu'un point sur 9. Ah, c'est assez chaud, hein. C'est terrible, hein. Et ouais, 6 buts inscrits, un seul. Non, franchement, ils sont sur une dynamique qui est royale pour eux, quoi. C'est vraiment à encadrer. À encadrer dans out of context Ligue 1. Mais on peut, comme vous dit, on peut se moquer, on peut être. Voilà, mais c'est totalement mérité. Et on a été sévère à juste titre, pardon, parce que c'était dur, hein, ce qu'on voyait. Mais là, pour le coup, ce que je vois, c'est une vraie réaction. Et dans le jeu, bah, le mignon, ça développe un peu plus de trucs, quoi. On termine avec une autre équipe hyper plaisante en ce moment. Et au global, une très bonne surprise, c'est Angers, qui confirme son statut un petit peu d'équipe, je vais pas dire surprise, mais qui réussit son bonhomme de chemin, qui est 13e de Ligue 1, une troisième victoire, qui prend 3 points d'avance sur la zone rouge. Il faut toujours avoir du matelas, mais encore une fois, une équipe avec les petits devant, les shérifs, Prosper Peter. J'adore le retour de Hamins Bay en Ligue 1. J'ai vu une défense solide. En face, c'est dur, hein, parce qu'au CR, il n'y a plus grand chose à sauver. J'ai l'impression, alors, à sauver sur la période actuelle. On a quand même vu cet échange entre Pélissier et les Ultras Auxerrois qui était assez intéressant parce que le capot des Ultras Auxerrois disait moi j'ai confiance en toi parce que je sais que t'es quelqu'un d'intègre, t'es un mec avec de l'honneur. Faut savoir qu'au CER, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses, en interne, que tu as une vraie lutte de pouvoir, que tu as Pierre Ventier, qui est un des dirigeants, qui aimerait avoir le scalp de Pélissier. Peut-être que certains adjoints, comme Boomsong et Djibril Cissé, aimeraient aussi prendre les commandes et voir Pélissier sauter. Donc Pélissier, il doit ramer dans un océan déchaîné et avec des vents contraires. Donc tout sauf évident pour lui en ce moment. Alors son équipe, elle manque cruellement, je vais pas dire d'idées, mais de fil conducteur, de cadre qui t'apporte des certitudes. C'est une AJOCR qui est malade en ce moment, qui a 7 points après 12 journées. C'est un bilan qui est cata. J'ai pas envie de les enterrer non plus parce que je me dis que c'est un bon coach de Ligue 1 qui a déjà su réveiller des choses, qui a déjà su performer dans des contextes difficiles, qui a quand même des joueurs, si tu peux les réveiller. Par contre, tu vois, Sinayoko, c'est vrai que c'est terrible, hein, parce que t'es passé d'un transfert à 8 millions à un joueur qui n'apporte plus grand-chose. Namasso, c'est dommage, parce qu'il y a ce but de gag entre Akpa, lui, Léon, et ça fait double rebond, et Akpa la met contre son camp. Voilà, la dynamique aux Serroises, elle est hardcore un peu, hein. Franchement, c'est dur, hein. Ouais, les supporters continuent d'encourager Pélissier, et c'est rare, hein, parce que quand t'es dernier Ligue 1, que t'as pas gagné depuis un moment, tu te dis, c'est rare, hein, de voir une telle adhésion pour un coach alors qu'ils sont derniers. Auxerre, ça dit quoi le calendrier? Le calendrier d'Auxerre, donc tu reçois l'OL à 15h, tu vas au Paris FC, tu reçois Metz et tu reçois Lille. Avant Noël, t'as quand même l'occasion de prendre quelques petits points pour au moins remonter à la surface et égaliser avec tes poursuites en direct. Est-ce que ce sera avec Pélissier ou sans lui? Après, comme tu le dis, Mathis, c'est vrai, c'est pas bête. C'est toujours le danger pour des promus, surtout pour des promus qui ont fait des belles saisons comme la GIA. Souvenez-vous, la GIA l'an dernier, qui tape Marseille 2 fois, qui fait un match nul de prestige contre le PSG, qui fait de vrais beaux résultats, qui va faire 2-2 à l'OL, tout ça. C'est quand même une équipe auxerroise qui a vécu un truc fantastique, mais faut faire le deuil de tout ça, parce que c'est derrière toi. Et là, maintenant, tu dois réavancer, tu dois te réinventer. Et là, ils n'arrivent pas à trouver les clés nécessaires. Pourtant, tu te dis par rapport au mercato, Haussmann, Namasso, sur le papier, ça peut réussir à prendre. Le trio a du mal quand même à performer sur la continuité avec Sinayoko. Et derrière, tu as Akpa qui est plus que l'ombre de lui-même. Ouais, il faudra aussi peut-être changer quelques statuts du côté de la GIA, quoi. Ouais, ça va être curieux de voir comment c'était. Ouais, en plus, ils avaient mis 4-0 à Lens. C'est ça de mémoire. Enfin, tu vois, vraiment, ils ont vécu un truc l'an dernier qui était fou. Et c'est dur de revenir à la réalité, au combat quotidien, à cette place de relégable qui est, je pense, beaucoup, on n'imaginait pas pour cette AGA-là. Mais voilà, il faut réussir à repartir au combat. Ça va pas être simple. Et encore une fois, bravo au SCO parce que bah, eux, ils lâchent rien. Ils sont pleinement dans leur mission maintien. Ils continueront à perdre des matchs parce que, je le redis, ils ont un effectif qui aura quelques carences. Il y a des jeunes joueurs qui doivent continuer d'apprendre, comme Belkidim, comme Sheriff. Tu as également, tu vois, des très jeunes joueurs, hein. Arona Djibrin, Prosper Peter,
Marius Courcoul, tu as d'autres qui apparaissent tentant sur le banc, mais tu as quand même, tu vois, deux trois tontons, Abdelli, Kofi qui fait un excellent début de saison. Tu as eu cette bonne nouvelle avec Amis Bay qui est revenu du golf, qui a une belle valeur ajoutée sur le front de l'attaque. Tu te dis, ouais, s'ils avaient fait Labolas Karimouni, en fait, pour moi, ils étaient tranquilles pour le maintien. Enfin, tranquilles, je sais pas, mais je pense qu'ils auraient eu un peu plus de marge qu'aujourd'hui. Et je pense cet hiver, ils vont peut-être réussir à faire venir 2-3 joueurs sympas, mais c'est propre. Hein. Le SCO, c'est 8 points en ayant joué l'ASM, l'OM et le LOSC. Ah non, mais 8 points en 5 matchs, c'est vrai que le bilan est très propre pour eux. Et c'est une équipe qu'il faut mettre en avant dans notre Ligue 1 parce que il n'y a pas d'argent et il y en a même, t'en dois de l'argent même, mais il y a toujours de belles idées et ça, c'est vraiment une équipe de Ligue 1 qui est hyper attachante. Perdre 5-0 contre Strasbourg, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. C'est vrai qu'il y a eu un vrai changement où finalement, t'as été pareil dans le pire du pire, t'as été balayé, il n'y avait pas photo, mais pour le coup, vraie remobilisation. Après coup. C'est vrai que Abdelli, on parle d'un tonton alors qu'il a que 25 ans. Moi, il a la dégaine, il a la chevelure d'un mec un peu vétéran au five quand même. C'est pour ça que je le mets dans cette catégorie-là. On y va les amis pour le petit 11 du week-end. Si vous avez des joueurs que vous voulez mettre en avant, moi j'en ai préparé comme d'habitude. Avec, je pense qu'on va commencer par Romain Risser-Rocage qui a été monstrueux. On va continuer avec Emega sur le front de l'attaque. J'ai bien envie de mettre Jacquet qui m'a beaucoup plu derrière. En fait, j'ai mes notes, donc je vais me rapatrier là-dessus. Donc moi j'ai mis Loris. Hop. Gébamin. Ah non, pas ce Yoris là, merde. Loris Gébamin. Ouais, Saïd, bien sûr. Saïd, ah oui, bah, tous les jours. Tous les jours, notre bon vieux Wesley Saïd, qui a été très performant. J'ai Habib Diallo devant, qui a été remarquable. Alors, c'est vrai que il y a peut-être cette passe D qui est une faute, mais Vitinha, quand même, c'est bien. Hein. Franchement, c'est quand même très propre là-dessus. C'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de Lensois que j'aurais pu mettre dans l'équipe type. Quoi. Moi, je vais mettre mon double pivot, c'était de base Vitinha Sangaré. J'aurais pu mettre Vermeuren aussi, c'est vrai. Mais pour le coup, je trouve qu'il y en a deux qui ont été à un niveau encore plus supérieur si on doit parler de perf individuel. Il y a Metali, ouais. Metali, j'hésite entre Metali et Kouassi. Kouassi que je trouve toujours très bon. Jamais de match en dessous. Vraiment un mec incroyable. Donc à voir qui c'est qu'on met dans ce 11. C'est vrai que Metali, on l'a peut-être pas mis encore. Allez, on peut le valoriser dedans. Et à droite, on peut mettre Gauthier, ouais, ou Tovin, ça dépend. Est-ce qu'on mettrait pas Flotov, même si Flotov piston, c'est peut-être un truc qu'on n'a pas vu depuis 2014, mais tu me demandes qui a fait le meilleur match entre... J'ai déjà deux Messins, et en vrai, entre Tovin et voilà l'ami, je pense que ça se retrait. Ouais, peut-être qu'on fera plus un 4-2-3-1, je pense que ça pourrait être mieux pour le coup. Ouais, Z2, ouais, c'est vrai. Zaire Emery, ça pourrait être une belle mention. C'est vrai, ça c'est clair. Ah, l'équipe, elle est très propre. Après, franchement, je vous le dis, hein, il y avait plein de joueurs qui auraient pu rentrer dedans. J'ai pas mis d'Angevin, désolé. Peut-être que demain, dans hors-jeu, j'en sortirai un de ma poche pour mettre en avant. Altamari, tu sais qu'il était parmi mes premiers noms. Et j'avais Rongier aussi, mais en fait, c'est toujours le cas. C'est que tu as tellement de postes où tu as des mecs qui, des fois, ont été un peu plus épatants. Mais il n'en reste pas moins que ça fait une belle équipe avec Risser Rocage. Défense avec Jacquet, Yoris, Gébamin, Metali. Vitinha, Sangaré, le double pivot. Et puis, tu as une ligne de 3, Saïd, Tovin, Emega. Et juste devant, Habib Diallo. Donc, c'est pas mal du tout. On récapitule. La prochaine journée de Ligue 1, on a commencé à beaucoup en parler parce qu'elle nous hype avec ce Nice-Marseille vendredi 20h45. Très beau match le samedi. Lens-Strasbourg à 17h, 19h le Rennes-Monaco, PSG-Le Havre à 21h05. Le dimanche, petit match de la peur au Serre-Lyon à 15h. Le multiplex avec Toulouse-Angers, Brest-Metz et Nantes-Lorient. Et puis le match en prime time, ce petit Lille-Paris FC, deux équipes qui devront se relancer après les défaites du week-end. Donc ça va être, ma foi... bien sympathique. On va voir ce que ça donne un petit peu. Désolé, Nit,
pour le petit retard, mais ce qui tombe bien, c'est que je mets très très vite les replays sur YouTube. Donc là, je termine l'émission et j'envoie ça en ce moment précis. Merci à vous tous, les amis, de m'avoir suivi, d'avoir écouté ce débrief. On se quitte forcément pour 2 semaines de trêve internationale. Oh, mais vous en faites pas, on se retrouvera, on débriefera les matchs de l'équipe de France. Il y a aussi les barrages en zone Afrique. Et Gerson qui dit, Gerson Vapo, très très haut pseudo, est-ce que tu vas faire des bingo Scipion? Je pense que je vous prévois quelque chose durant la trêve pour faire une petite soirée, un petit tournoi, un petit truc comme ça, un petit soirée 100% bingo, histoire qu'on se fasse enfin ça, une bonne soirée. Là on aura du temps avec la trêve, donc c'est super. Et puis évidemment, vous me retrouverez demain sur Hors-Jeu à 18h avec toutes les fraudes. Bonne soirée à tous et à très vite les amis. Salut à tous.